Salut à toutes, salut à tous et welcome sur la zone. Quel plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, quelques semaines qu'on ne s'était pas retrouvé sous cette forme sur ce plateau. On voulait profiter de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et bien, pour tous se retrouver, pour retrouver les visages que vous connaissez bien, que vous avez appris à aimer. On y va? Let's go, on commence l'émission. Ici c'est la zone. Let's go. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, enfin salut à toutes, salut à tous. Et puis c'est le moment de vous retrouver les copains. Alors, vous n'avez pas vraiment tout ce qui se passe en off, en backstage, mais ils ne font que se moquer de moi. Ils sont très durs au niveau de la coupe de cheveux, mais moi je suis très content de tous vous retrouver, sauf un. Salut. Salut à tous. Et étonnamment, c'est celui qui répond en premier. Ça va les gars, ça va, Félix? Ça fait longtemps. Tu es très bronzé. Merci. Tu as dormi quoi, 72 heures de suite, non? À peu près, ouais. À peu près, il a fallu encaisser. Je suis brûlé au 3e degré, mais c'est les sensations qu'on aime. Sache que tu es magnifique. Merci. Tu rayonnes. Merci. Je crois que tu allais utiliser le mot resplendissant, je m'étais préparé. Non, c'est pas trop un terme que j'emploie. Ouais. Ça fait plus de 4 syllabes et tout. Ouais, moi je n'arrive pas. Déjà 3 c'est énorme, mais bref, on n'est pas là pour... Ça va les gars? J'ai l'impression qu'on les embête littéralement. Ah mais nous on est champion d'Europe, on en a rien à... Ouais, c'est une raison pour venir en pyjama. On s'en fout quoi, tu vois. Bonsoir mesdames. Une note sur 10 sur Alors, moi je me permettrai jamais de noter, mais je pense que ça n'a pas l'air d'être une entrée de gamme le pyjama, si je peux me permettre. Merci. Voilà, à mon avis... Merci. Connaisseur, merci. Ouais. Bonsoir à toutes. tu as côtoyé le Félix apparemment. Mon bobo, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je me suis habillé pour l'occasion aussi. Félix aussi, mais il l'a laissé au vestiaire. Décontracté Plus californien. d'énergie s'il te plaît. Ouais, mais c'est le pyjama, je pense, c'est ça. Bon, ça y est, ça fait quoi, messieurs, dames, d'être champion d'Europe? Ça vous fait quoi, là? Qui veut se lancer en premier, là? Soulagé, moi, je sais pas. Soulagé, ouais. Un poids qui s'enlève. Ok, Bobo. Tout à l'heure, je disais sidéré, là, quand on en parlait un peu en off, mais je suis toujours un peu comme ça, un peu toujours du mal à réaliser. J'attendais l'émission de ce soir pour que Jo et Félix m'expliquent un peu ce qui s'est passé, parce que moi, je pense que j'ai rien compris au match. Je crois que Félix ne se souvient pas de ça. Oui, mais il s'est refait la rediff le lendemain. On allait y venir, Félix, t'inquiète pas. Il a mis Canal et il est tombé sur la rediff. Non, c'est vrai. Sur la on peut spoil. Personne n'a regardé sur M6? Si, j'ai regardé sur M6. Ouais. Comboiré, c'est exceptionnel sur M6. Antoine Comboiré qui vit le truc après la saison difficile qu'il a vécue. Non, mais c'est vrai. C'était vraiment fort. Surtout que j'ai regardé sur Canal en plus. Donc je sais pas de quoi tu parles. Comme tous les gens. C'est vrai que je ne savais même pas que c'était Comboiré qui avait commenté sur M6. Si, avec Xavier Domergue. Xavier Domergue. C'est franchement pas mal. Très bon d'ailleurs. C'était franchement pas mal. T'as choisi sciemment? Alors. Sachez, alors c'est très intéressant, on va se pencher là-dessus. Sachez que souvent le problème des bars dans les grandes villes, et Paris en fait partie, c'est le décalage en fait. Les mecs font un chiffre d'affaires de malade mental en surblindant leur terrasse. Et t'entends sauf crier que à côté. si, et c'est le cas évidemment de n'importe quel récepteur, s'il y a des gens qui sont en avance, les gens crient avant. Et sur un événement comme ça, toi, tu viens pas. Et sachez que M6, pour la plupart des décodeurs, et c'est normal, c'est quand même une chaîne hertzienne à la base, était en avance sur Canal+, aux grandes dames de tous les bars qui étaient justement donc t'as crié avant tout le monde, toi? Alors moi, j'avais la chance d'être dans un établissement qui mettait M6, donc en l'occurrence... J'avais la chance d'être dans un état tout court. Qui me permettait d'être moi-même en avance par rapport au narratif du match. Voilà. Bon, et vous avez... est-ce que vous prenez un petit peu conscience de tout ce qui s'est passé là? Donc, le fond est magnifique derrière toi, là. Pousse-toi un peu voir tout ça. Je croyais que c'était pour moi. Non, mais le rose aussi ressort très très bien là-dessus. Mais oui. Désiré Doué, Marquinhos qui... T'as vu, il a fondu... C'est Brian qui a fait ça, je crois. Ouais, il a fondu le... C'est joli. Et évidemment, merci. Et on dirait que Dembélé veut toucher tes cheveux aussi. Ouais. Et ouais, c'est pas la coupe aux grandes oreilles. Et Marquinhos se fait un canin de la tête. Regarde. Ouais, mais en même temps, je suis solaire, magnétique, faut croire. Carlos. Bravo, très bien. Bon, pour revenir un petit peu sur la victoire du Paris Saint-Germain, là, tu parlais de sidération et tout. Là, il y a eu 2 semaines vraiment pour prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça y est, vous arrivez à vous faire à l'idée que le Paris Saint-Germain entre dans la cour des grands? Le Paris Saint-Germain a gagné la coupe aux grandes oreilles. Eh bien, étrangement, même après 2 semaines, je ne sais pas si je réalise encore, et je me suis rematé le match 2 fois. Je pense que j'ai regardé à peu près 1880 contenus divers et variés sur le off, sur l'après, sur l'avant, sur les 2 semaines avant, sur le match. Et encore maintenant, j'ai un peu de mal. Il y a un truc de... T'aimes pas, quoi?
Je crois que j'aurais préféré qu'on perde. Non, il y a un truc où je sais pas si... Le match, après, le scénario du match est tellement particulier que... Et on y viendra après je pense, mais ça m'a un peu empêché, finalement, tu vois, de ne pas être sous pression pendant le match, qu'il n'y avait pas eu de soulagement à la fin, t'as l'impression. Est-ce que tu as quand même conscience que le Paris Saint-Germain est devenu un grand club ? Je pense qu'on l'a prouvé, là. Non, mais c'est un fait. Je pense qu'à partir du moment où tu gagnes Ligue des Champions, tu rentres dans une dimension de grand club. Ouais, et puis européen, tu veux dire parce que... Tout court, tout court. Okay. Pour moi, Marseille est un grand club parce qu'ils ont gagné avec des champions en 93 et Paris rentre dans ce cercle que des grands clubs. Comme City l'a fait il n'y a pas longtemps, il y a toujours ce truc de se dire ouais, mais ils n'ont pas gagné des champions, donc tu peux avoir tout l'argent du monde, tout ce que tu veux, tu seras un petit club. Et là, on en parlait avant le match retour de Liverpool. Je pense que c'est à ce moment-là, tout le monde pense que c'est le moment de City, où Paris est mené et inverse le match. Moi, je pense vraiment que c'est le match retour à Liverpool, où Paris est devenu une grande équipe, un grand club. Qui ne te choque plus. Ouais, qui domine, quoi. Qui domine. Ça ne s'est pas joué à grand-chose contre Aston Villa, par exemple, non plus. Tu as des vieux fantômes qui sont revenus. Alors, je t'envoie vers Alexis, qui a ressenti avant nous le fait qu'ils n'ont quand même pas sauté. Tu vois, ils ne sont quand même pas fait éliminer, alors qu'avant... Ce match-là, c'était ton point. Non, mais moi j'ai l'impression quand même que cette saison, à chaque moment on se disait ah bah ça y est, l'histoire va se répéter. Mais au final, tous les signaux étaient au vert. Si c'était pas Donnarumma qui sauvait les siens, c'était un Pacho qui sortait un sauvetage sur la ligne. Si c'était pas Pacho, c'était Gvara qui mettait ou Dembélé qui mettait le but qu'il fallait. Je sais pas. J'ai l'impression que au final, dès les huitièmes de finale, des matchs de Liverpool, un petit peu, c'était écrit. Après, c'est aussi par superstition, je pense, et on a eu du mal à se projeter un peu plus loin. Et connaissant notre club, on se disait toujours et moi, je pense que j'ai eu un peu ça même pendant la finale, même à la mi-temps à 2-0, j'arrive pas à me dire qu'on est bien parti. Je me dis, je connais mon club. Ouais, mais j'ai pas ressenti ça pour la première fois de ma vie, moi. Mais c'est pas ce que je ressentais. Mais c'est ce que j'essaie de me persuader. Ouais. Alors, je sais pas si c'était pour faire un contre-œil ou un truc de. Ouais. C'est pour ça que je parlais de superstition et que j'essaie de. Ça va, Félix? Non, je suis habité par ce que raconte. Au moins. Mais je sais pas. Il y a le scénario de la finale fait aujourd'hui que on arrive à se dire que. T'as pas vécu le match tellement c'était facile. Ouais, je vois ce exactement. Que ça m'a un peu sorti du truc et j'arrivais pas. Je pensais toujours qu'il y a un moment où ça allait se retourner et finalement il y avait. T'as pas de pression, donc à la fin, quand il y a le coup de sifflet final, tu dis, mais ça c'est ma carrière FIFA ou mon match que j'ai joué contre... Du coup, vraie question, est-ce que la prestation de l'Inter et le scénario du match gâchent un petit peu la joie de voir le Paris Saint-Germain gagner? Ça gâche rien. Bon, il y a une histoire qui est quand même la loi des séries aussi, quoi. C'est qu'il y a bien un moment où ça allait tourner du côté du Paris Saint-Germain. En l'occurrence, ça a été cette année parce qu'ils se sont donné les moyens de le faire et parce que Luis Enrique a quand même mis en place 2-3 trucs qui ont permis de contourner beaucoup d'écueils. C'est vrai que la prestation de l'Inter, elle est effarante. Franchement, mais la terre entière a relevé ce truc-là. J'imagine vous aussi, mais on regardait un peu les échos de la presse anglaise, espagnole, particulièrement italienne. Mais oui, mais la prestation de Paris, aussi dans l'autre sens, elle est quand même fantastique. Genre de la première seconde, tu vois, jusqu'à la mi-temps. Ou jusqu'au troisième but, on va dire. Non, mais c'est d'accord, mais l'Inter, c'est pas l'équipe du coin. Tu vois, t'es pas sûr que Vic qui arrive en finale. Voilà, c'est une équipe qui a sorti des énormes équipes avant, qui a résisté à des gros pressings, qui athlétiquement a fait des différences de fou face à des joueurs qui étaient des machines athlétiques aussi, qui a couvert des distances de malade, qui a trouvé des solutions. Inzaghi en premier, à Yamal, au pressing du Barça, au Bayern, qui a embêté pas mal d'équipes. Et là, tu te refais les 20 premières minutes. Le deuxième but de Doué doit être à la 23e. Même pas. La 18e, je crois. Il y a 2-0 à la 20e. Il y a 2-0 à la 20e. Ouais. Tu te fais les 20 premières minutes. En détente. 2-0 à la 20e. Tu te fais les 20 premières minutes. Tu vois une équipe de l'Inter qui n'arrive pas à ressortir un ballon, qui fait preuve d'un déchet technique, mais hallucinant pour des joueurs justement qui nous avaient habitués à pas l'avoir. Et tu as une équipe sans solution. Tu as le pauvre Di Marco qui se retourne en permanence vers Inzaghi pour lui demander des solutions. Qui reste les bras croisés comme ça, ou alors des signes un peu mous pour dire les gars, sortez la balle plus vite. T'as Thuram, Lautaro ils étaient exilés, qui sont collés à la ligne médiane parce que tout l'Inter est dans son camp évidemment, qui bouge pas. Franchement, moi j'étais hyper interpellé par la prestation de l'Inter. Je trouve vraiment, et pour l'avoir dit avant l'émission qu'on a fait avant la finale, c'est la pire équipe
le Paris Saint-Germain pour l'Inter. Parce que le contre-pressing effectué par le PSG, de Luis Enrique, c'est vraiment le truc, l'antithèse de l'équipe de Inzaghi. Les défenseurs centraux ne peuvent pas monter avec le balle au pied. Les latéraux sont tout le temps avec les mecs dans le dos, donc ils n'arrivent pas à ressortir et à partir en compte. Dumfries, on ne l'a pas vu. Di Marco, on l'a à peine vu, tu vois. Et moi, on l'a un peu trop vu au goût des supporters de l'Inter, justement. Mais après, t'as un truc de fraîcheur physique et mentale. C'est vrai, on a sous-estimé ce truc-là, mais le fait que l'Inter, 10 jours avant, perde le titre, qui leur était promis, parce qu'ils étaient en avance au niveau comptable sur Naples. Le match contre la Lazio, ça les a tués. Le perdre un peu bêtement, et en fait, les mecs avaient mentalement été vraiment sur des carences énormes, et physiquement, ils font flipper. Tu regardes à la fin du match, c'est particulier, l'Inter a couru 4 bornes de plus que Paris, alors tu peux te dire, Paris avait plus de machin. Mais ils ont couru dans le vide, comme des poulets sans tête, avec des pressings qui n'avaient pas le... Avant le match, tu fais comment moi, j'ai vraiment eu l'impression que il y avait, avant le match, une classe d'écart entre les équipes, tu vois. Et pourtant, oui, ils ont sorti le Barça, tu vois. Mais à l'instant du match, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, avant le match, je me rappelle, j'ai dit à mes amis avec qui on parle beaucoup de foot, il y avait 9 critères du côté du Paris Saint-Germain et un critère, le truc mental, quoi, de l'Inter. Le fait que ce soit des mecs qui aient d'expérience. Et c'est le seul truc. Je sais pas. Ils avaient quoi de plus de leur côté, l'Inter, avant le match ? J'ai rien trouvé, quoi. T'avais 9 mecs qui avaient joué une finale avant, t'avais quand même un milieu de terrain. Ouais, mais Paris. Oui, mais t'as un milieu de terrain qui, normalement, est capable, dans l'impact et dans la conservation du ballon, de mettre en place quelque chose qui peut embêter Paris, et qu'on se le disons, parce qu'ils ont déjà embêté énormément Paris, de gens. C'est la même y chose compris des équipes dans leur championnat qui ont un peu, parfois, le profil de Paris sur des bouts de match. Et les matchs de Çalhanoğlu et de Barella, honnêtement, c'est inexplicable. Moi, je veux bien qu'on essaie de tout rationaliser systématiquement en disant mais en fait, les mecs dans les couloirs et tu fais ça. Si tu rajoutes Hakimi au milieu, c'était trop. T'as 6 mecs dans cette équipe de l'Inter sur cette finale qui font une prestation qui est j'ai pas indigne au sens moral, c'est pas un truc de jugement, les mecs ont leur carrière machin, mais qui est à côté de ce qu'ils sont au quotidien dans leur carrière, y compris dans des matchs importants. Le match de Barella. Oui, mais s'il y a un mec aujourd'hui qui va me dire, moi j'avais prévu que Barella fasse un match pareil contre le Paris Saint-Germain, le match de Çalhanoğlu, il est waouh. Contre le Barça, le match retour du Barça, le milieu de l'Inter, je les trouve mais pas bon du tout. Vraiment pas bon. Genre Barella, on en parlait, il était passé à côté du match. Match aller, match retour, il n'est pas bon dans le match. Thuram fait un grand match au match retour, par exemple. Tu as des situations de jeu qui sont autour de Thuram, qu'ils auraient pu faire en finale, mais qui n'ont pas fait. Moi, c'est ça qui m'a surpris. C'est le fait de voir Thuram se faire bouffer par les défenseurs parisiens. Tu vois, c'est ça qui m'a plus surpris. Le milieu de terrain, je les ai vus se faire bouffer par le Barça. Après, on parlait de rationaliser et d'analyser un peu en profondeur tactiquement. Moi, je me suis rendu compte aussi dans les 2 dernières semaines, en ayant bouffé, comme je le disais, je ne sais pas combien de contenu, que j'étais complètement passé à côté du contexte extra-sportif de l'Inter. Et un climat archi tendu avec les supporters. La veille du match, les supporters veulent aller à la rencontre des joueurs, les joueurs viennent pas les voir, ils se font siffler par leurs propres supporters, insultés devant l'hôtel, etc. Et en fait, j'avais pas conscience de tout ça. Ça fait aussi partie d'un climat où il y avait 2 dynamiques qui étaient plus des blessés en plus. Et ça, c'est donc l'état de forme physique, etc. Mais juste pour rester 2 secondes sur cet aspect, comment tu prépares une finale de Ligue des Champions. Et il y a eu une espèce d'union sacrée autour du Paris Saint-Germain depuis, je pense, le match de Liverpool où les supporters étaient partout en Europe, etc. Et on était, parce qu'on est, quand tu es supporter d'un club, tu es un peu focus sur ce qui se passe dans ton club, tu regardes pas tous les clubs, ce qui se passe dans les contextes extrasportifs. Et je me suis rendu compte que le contexte extrasportif de l'Inter, il avait quand même joué en leur défaveur énormément, et c'est pas la meilleure manière d'aborder une finale de Ligue des Champions, même si tu as fait une finale il y a 2 ans, même si tu as des joueurs expérimentés, même si tu as des mecs on en parlait tout à l'heure, qu'on fait un match incroyable contre le Barça à l'aller et au retour. Au final, tu as 2 dynamiques très 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 différentes où tu as l'impression que tout est aligné pour le Paris Saint-Germain pour la gagner, et à l'Inter c'est tout l'inverse. Mais ça, moi je m'en rends pas compte avant le match. Je m'en rends compte après le match, justement, en regardant j'ai regardé le documentaire de Canal, où tu vois vachement ce truc-là, le rapport entre supporters et joueurs, entre joueurs et dirigeants. Il n'y a que Acerbi, je crois, qui était allé les voir, etc. C'était aussi compliqué d'aborder ce match-là. Et après, sur la fraîcheur physique, on en parlait quand même après la demi-finale, on disait Lautaro, les adducteurs, on se demandait comment il avait joué le match retour. Pavard aussi. 11 joueurs, t'avais 11 joueurs, et puis le banc pas ouf au final, et 11 joueurs rincés mentalement, j'ai eu exactement la même sensation, et on en a parlé avant le match, de
France 2018, ça, 2018, la finale de Coupe du Monde. Ouais, avec la Croatie en face, qui était rincée, quoi. Mais vraiment, et c'était le même match au final, parce que la Croatie a rien fait du match. Ils étaient meilleurs que l'Inter. Ils ont essayé, mais oui, c'était vrai. T'as raison. Ils ont quand même existé dans le match. Mais j'avais autant de certitude avant la finale que avant ce match. En fait, l'Inter aurait pu s'en sortir face à un PSG qui, pris par l'enjeu, n'aurait pas été à cette intensité-là dès le début du match. Mais tu as l'erreur impardonnable de Di Marco sur le premier but, qui les met dedans, même si elle est conditionnée. Bon, on en reparlera, parce qu'après, il faudra sortir. Avant le but, il y a au moins 2 ou 3 occasions quand même de... Ouais, bien sûr. Déjà, le fait de couvrir à ce point-là, mais en fait, il couvre parce qu'il ne fait pas confiance à sa défense et qu'il croit que Vitinha va frapper. Donc, en fait, il se met volontairement en retrait pour faire un espèce de deuxième gardien. Et la passe de Vitinha à ce moment-là, elle tue tout le monde, parce que du coup, il n'y a plus de hors-jeu. Et le but est sublime. Et l'appel de Doué aussi. Parce que la passe de Doué derrière encore... Franchement, les deux passes sont... Et derrière, tu as cette espèce de contre où personne ne défend, sur Kvara, puis Dembélé, qui a tout le temps d'ajuster Doué, et tu as un manque de réussite de fou malade qui fait que ça fait mais 0. Tout était écrit. Et là, toutes les carences, elles sont x12, et c'est terminé, l'Inter revient pas. Mais moi, j'ai été... il y a la caméra isolée sur Lautaro Martinez, elle est folle, quoi. Tu sens, il y a un espèce d'abattement, mais immédiat, quoi. À la 20e minute, il n'y a pas un mec dans cette équipe qui s'est dit on va le faire, alors qu'ils ont été menés 2-0 contre le Barça à l'aller, contre le Barça au retour, et qu'a priori tu as des mecs qui ont un peu du corazon, quoi, dans cette équipe, quoi. Mais après, ils ont tous été unanimes pour dire, moi c'est l'interview d'après-match d'Acerbi qui dit, franchement, on n'a rien à se reprocher, ils étaient 2 fois plus rapides que nous, ils avaient 2 fois plus... Enfin, on aurait pu jouer je ne sais pas combien de temps. Comme tous les clubs, ça aurait été, Et au final, on se rend compte que c'était... Alors peut-être pas... Non, ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit ça, mais Aston Villa peut s'arracher les cheveux, vraiment. Liverpool... on peut pas réécrire l'histoire non plus du PSG à Anfield. Ah, mais ils l'ont dit, un gros au Parc des Princes, c'est certain. Au match aller, Liverpool a été surpris, je pense, parce qu'a proposé Paris. À Anfield... C'est vrai qu'on a beaucoup vu Donnarumma à Anfield à certains moments. Surtout en début de match. Stuttgart, tu te souviens de cette histoire du joueur qui te dit on n'a jamais vu... Enfin, c'est l'équipe la plus forte qu'on a affrontée. Liverpool, les joueurs... Mais même Simeone, alors qu'il vient de gagner dans les dernières minutes, le travail de Luis Enrique, machin. Non, mais dans l'intensité, c'est certain, mais après, je vois c'est l'euphorie, hein, mais on commence à tenter des comparaisons un peu lunaires avec le Barça de Guardiola, machin. Le Paris Saint-Germain, on n'est pas là. Très honnêtement, il n'y a pas une mainmise à ce point-là. Cette finale-là, oui, elle restera dans l'histoire et les gens la reverront interloqués en se disant waouh, ce PSG, pas sur le parcours, parce que au final, Arsenal a beaucoup d'occasions, même si tu as la mainmise sur l'aller et le retour. La double confrontation contre Arsenal la plus aboutie, je trouve, personnellement. Il y a PSG-Brest. Oui, il y a PSG-Brest aussi. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Il y a PSG-Brest qui, après ça pose les questions de cette nouvelle formule. D'ailleurs, c'est marrant, peut-être qu'on l'abordera ou pas. Non, mais c'est drôle parce que... Moi, toujours pas, mais... C'est toujours le fiction, refaire le passé ou lire dans l'avenir et tout, c'est toujours un peu... c'est pas toujours très intéressant. Mais tu te dis, est-ce que Paris aurait été à ce point de non-forme sur une poule à 4 classique au début de compétition? Dans quel cas, ils auraient pu sauter. Le Real l'a fait pendant des années, ça. Non, mais c'est un Le Real l'a fait pendant des années. Et Paris aurait pu se qualifier comme la saison dernière, à la dernière minute, à Dortmund en poule, et faire un beau parcours comme ils ont fait l'année dernière. Ouais. Moi, c'est plus la question, c'est plus dans l'autre sens. Est-ce que Paris est la meilleure équipe du monde aujourd'hui? Je pense que oui. Et c'est difficile de prendre du recul par rapport au Paris Saint-Germain, comme on aurait pu faire par rapport à Marseille ou un club français, pour nous Français. Est-ce que cette équipe est la meilleure équipe du monde? Tu regardes les autres. Si c'est pas Paris, c'est laquelle? Non, mais c'est ça la question. C'est qu'au final, je pense depuis 10 ans que la seule façon que Paris peut gagner avec les champions, c'est d'avoir la meilleure équipe, le meilleur entraîneur, que ce soit vraiment un truc de domination. Ce qui s'est passé. Et ça, c'est quand même extrêmement fort parce que il y a 6 mois, même pas il y a 6 mois, oui, il y a 6 mois, personne ici n'aurait pu se dire écoute, Paris va gagner avec des champions. Aura la meilleure équipe du monde, Luis Enrique sera le meilleur entraîneur du monde, Ousmane Dembélé sera favori pour le Ballon d'Or. Enfin, tu vois, personne n'aurait cru ça. En décembre, en janvier, même mi-janvier encore, il y a 5 mois et demi. Et ça, je trouve que c'est marquant. Et tu te dis, si c'est le cas, et que Paris maintient ce niveau d'exigence et de performance,
mais performance au sens pur du terme, tu te dis, mais qu'est-ce qui les empêche, avec une ou deux recrues en plus, un défenseur central droitier, Paris a besoin d'un remplaçant pour Marquinhos, par exemple, a besoin d'un remplaçant pour Hakimi. Si Paris consolide cet effectif, il n'y aura pas de départ majeur. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas dominer pendant 3, 4, 5 ans comme les grandes équipes de l'histoire. Il y a d'autres histoires qui vont se mettre en place. Il y a le Real qui reconstruit, le Barça Guardiola commence qui va comme ça. reconstruire. Pour toi, c'est là ce qui s'est passé avec le PSG cette saison. Tu penses que c'est un one-shot ? Je vois pas ce qui permettrait de penser que le Paris Saint-Germain a mis en place un cycle qui forcément sera vertueux pour le coach. Ils ont quand même l'effectif le plus jeune de la Ligue des Champions en moyenne d'âge. Il y a un vrai projet, le projet de Luis Enrique. Non, mais c'est que quoi qu'il arrive, je vois pas le Paris Saint-Germain s'effondrer totalement en disant ça y est, on a conquis cette Ligue des Champions et maintenant c'est terminé et faire 2 années catastrophiques. Mais il n'y a pas... comment dire ? Ce qu'a mis en place Luis Enrique est à tout point de vue révolutionnaire pour un club comme le Paris Saint-Germain. En revanche, des projets qui se mettent en place sur 1 an, 2 ans comme ça, il y a plein de clubs européens qui arrivent à les mener à bien. City l'a fait, le Bayern l'a fait, le Real l'a fait. City, ils en mettent plus longtemps. Enfin, non, bien Guardiola, ça a mis 4-5 ans à gagner. Ouais, Arteta a fait des jolis choses. Après, tu vois, il y a des matchs européens qui tournent bien ou qui tournent pas bien, et tu te finales. Voilà. Moi, j'aurais aimé voir une finale PSG-Barcelone, par exemple. Tu veux juste voir ce que ça aurait pu donner. Mais les autres clubs bossent aussi. Je pense qu'il y a un truc par contre qui est marquant, c'est qu'il n'y a plus de place aujourd'hui dans le foot moderne, en tout cas dans cette période-là, on verra combien de temps elle dure, pour les équipes qui ont 2 joueurs qui courent pas, qui font pas les efforts et qui sont pas pleinement intégrés dans le process collectif de récupération du ballon. Ça, pour le coup... Est-ce que tu penses que... parce que c'est pour le Real Madrid, ça. Est-ce que tu penses que entre Mbappé... autres, non, mais pas que. Haaland ne court pas des masses. Est-ce que vous pensez que Mbappé va... faire le pressing, va changer son jeu pour se mettre à presser, par exemple. Moi, je le pense. Ou à faire le travail. Je le pense. Il a un petit peu fait, je trouve, au cours de la saison, de sa seule saison avec Luis Enrique. Je trouve. Il l'a un peu fait parce qu'il lui a cassé les couilles pendant je sais pas combien de temps. Mais sur un match ou 2. Parce que Paris a gagné comme ça. Non, c'était formidable à regarder, que c'est la seule façon de gagner. Non, mais bien sûr. L'année prochaine, une équipe peut être coupée en 2 avec 2 individualités de malade mental, suivant mon regard, et avoir de tels monstres au milieu de terrain, des scénarios de matchs favorables. Franchement, ça ne joue pas à grand-chose, quoi. Le PSG, ça ne joue pas à grand-chose. Tu peux sombrer à Villa Park, on ne parle pas du tout de la même chose, t'as les mêmes joueurs, le même milieu de terrain, le machin. Tu peux sombrer à Anfield, voilà. La finale, en fait, la finale donne l'impression de l'aboutissement d'une ère, d'un truc ultra dominateur. C'est l'avenir qui nous le dira. Peut-être que ce sera le cas. Pour l'instant, c'est une Ligue des Champions qui était magnifiquement conquise, mais rien. Là, j'entends des mecs qui parlent du Barça de Guardiola. C'est là où je voulais en venir, parce que j'ai l'impression, attention à ne pas être aveuglé par la domination qu'il y a eu sur la finale et en tirer des conclusions un peu hâtives en se disant que c'est le niveau où le Paris Saint-Germain va jouer tout le temps maintenant, parce qu'ils ont réussi à le faire contre cet Inter-là, qui était aussi cuit physiquement. Et je pense que c'est l'aboutissement, comme tu le disais juste à l'instant, d'une saison où Enrique, tout s'est aligné, il a réussi à mettre en place tactiquement ce qu'il voulait faire et amener chacun de ses joueurs là où il voulait les emmener. En les choisissant, c'est-à-dire en éliminant ceux qui... Mais ce scénario-là, c'est pas un blanc-seing pour dire que ça va être tout le temps comme ça à l'avenir et que le Paris Saint-Germain, l'année prochaine, sera capable de reproduire exactement le même niveau de performance avec la même régularité et la même intensité. Pour moi, l'enjeu, il est ici. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Moi, j'allais vous poser justement la question, est-ce qu'on peut assister à un règne parisien sur moyen, ou allez, on va dire court ou moyen terme, donc sur entre 1 et 3-4 ans, comme un peu il y a eu avec le Grand Barça. Mais du coup, je vais la poser différemment. Si ce PSG-là, avec cet entraîneur-là, cet effectif-là, cette jeunesse-là et cette domination-là ne parvient pas à imposer, ou en tout cas, oui, régner comme le Barça l'a fait un petit peu, quelle équipe, quel club peut le faire ? Et moi, je reste là-dessus. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit, parce qu'au début de la saison, pour les matchs de poule contre l'Atlético, contre le PSV, contre Gérone, mais je voyais une ultra domination malgré les résultats, malgré les trucs, et on s'était un peu embrouillé là-dessus en off, tu vois. Mais moi, je vois vraiment très clairement une continuité dans le projet depuis l'arrivée de Luis Enrique, avec des principes qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Les joueurs, c'est pareil, hein. Comme tu viens de dire, il peut écarter des joueurs parce qu'ils n'adhèrent pas au projet, mais je vois des résultats. Je trouve que Paris a ultra dominé, en stats, hein, je parle,
la Ligue des Champions. Mais ultra, c'est-à-dire que c'était des matchs à 29 tirs, quasiment tous les matchs. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, longtemps. Le City de Guardiola, par exemple, se crée moins d'occasions, avec plus de possession, plus de... Il joue au handball un peu. Voilà, un petit peu. C'était pareil avec le Bayern de Guardiola. Mais j'ai l'impression que l'arrivée de Guevara, je pense, a changé l'équipe, évidemment, cet hiver. Et si tu recrutes encore un ou deux joueurs pour encore améliorer l'équipe, Mais pour moi, il n'y a pas d'antinomie entre ce que tu dis et ce qu'on dit là. Quand on dit attention à pas non plus... non, parce que pour moi, la finale n'est pas un aveuglement pour moi. La finale est un aboutissement de cette saison-là. Oui. Mais ce qui a été produit pendant cette finale a été produit pendant toute la saison. C'est ça que je veux te dire. C'est que l'aide de Guevara à gauche pour dégager l'immense Fabian Ruiz, il faut le dire à un moment donné. Fabian Ruiz fait une fin de saison exceptionnelle. Nuno Mendes grandit aussi avec Kvaratskhelia parce qu'il l'aide pour défendre. Et tout fait sens, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, ça ne peut pas être un accident. Alors, je ne dis pas que vous dites que c'est un accident. Non, ça n'en est pas un du tout. Hein. Moi, je pense que c'est l'aboutissement du travail. Hein, mais voilà, c'est un chemin que je trouve sublime de cette saison. Après, il y a beaucoup de facteurs très positifs qui ont permis aussi d'arriver là. Quand tu vois qu'il n'y a pas de blessés, tu vois, sur la colonne vertébrale. Si l'an prochain, tu perds... c'est des scénarios qui existent dans le foot. Tu perds Vitinha 3 mois parce qu'il se casse la cheville ou il se fait une grosse entorse et que tu perds Dembélé parce qu'il a été... Enfin, tu vois, genre, je ne leur souhaite pas que ça arrive. Mais c'est des choses qui arrivent dans le foot. Et est-ce que tu seras capable... est-ce que l'équipe sera capable de garder le même projet de jeu exactement si tu enlèves Vitinha ou Fabian Ruiz parce qu'on voit aussi que la complémentarité qu'ils ont offert donne ce résultat. Mais je pense que donc, est-ce que s'il y en a un qui n'est pas là, est-ce que tu le remplaces? Est-ce que ça fonctionne aussi bien? Luis Enrique a montré que s'il y avait un joueur absent, le projet était le même. L'équipe était... Enfin, même si c'est des joueurs majeurs absents, tu vois, mais... Parce que les changements, ils ont fait beaucoup devant, mais je trouve que c'est pas derrière, tu vois. Après, on n'a pas joué sans le chantier est là, il faudra un latéral gauche, exactement, un latéral droit, changement de statut aussi, quoi. Oui, même un milieu. Il est 100 matchs par saison, là où ça rejoue dimanche. Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs. Désiré Doué qui n'aura plus le même statut qu'il avait en arrivant au Paris Saint-Germain. Il a commencé à jouer au mois de novembre, au mois de décembre. Bradley Barcola qui va aussi se poser des questions. Les 2 Portugais au milieu qui vont avoir se projeter sur la Coupe du Monde 2026 pour la dernière de Cristiano et qui et j'oublie Nuno Mendes évidemment, donc auront ce truc en ligne de vue parce que mine de rien le Portugal, Gonzalo Ramos aussi, même s'il a le même rôle, c'est-à-dire de rentrer à la 88e mais avec le Portugal. Mais c'est une année de Coupe du Monde aussi. C'est là le Portugal a quand même de très 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 sérieux arguments, peut-être plus que jamais pour aller la chercher. Il a quand même planté la Belgique pendant 10 ans, la plus grande génération de Belges. Mais ce qu'ils ont fait en Ligue des Nations quand même face à cette Espagne-là était assez beau à voir. Bon, en tout cas, il y a plein de changements de statut. Pacho va pas rester dans l'ombre des coulisses pendant un certain temps. Au bout d'un moment, le garçon va s'affirmer aussi avec tout ce qui va avec. Tu connais bien les environs du Paris Saint-Germain. Va falloir tourner la page Marquinhos, même si c'est pas pour l'année prochaine, mais il va falloir aussi recruter. Je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être la page la plus simple à tourner quand même, Marquinhos. Ouais, elle va se tourner, oui. Tu sens que... il peut rester... Oui, je pense il sera là l'année prochaine. Voilà. Non, mais ils ne sont pas en difficulté financière. C'est un autre truc que je voulais soulever, c'est là où je te rejoins complètement, en revanche, c'est que peu de clubs, voire aucun, peut se permettre dans une saison prometteuse mais un peu balbutiante au début, même si je suis d'accord, ça se voyait que Luis Enrique a mis des trucs vraiment vertueux, de balancer 70 bâtons sur un mec à l'hiver qui te change à ce point-là, pas ta façon de jouer, mais l'animation, comme tu l'as dit, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, machin. C'est peut-être le plus grand transfert de mercato hivernal de l'histoire, au final. Parce que vraiment... Moi, je trouve que c'est le... Ouais, il y a quand même Torres, non, quand ici. Non, c'était une blague. Et Andy Carroll. Non, mais tu vois, on parle de mercato de réajustement pour le mercato d'hiver. Là, en soi, c'est un achat de réajustement, mais... 70 millions, quoi. Oui, mais ouais. Et surtout mais tu regardes Liverpool qui prend Wirtz pour 150, les clubs anglais, ils sont dans ces niveaux-là. Donc, quand ils vont acheter en cours de saison. Marmouche et le défenseur de Lens, c'est quand même des gros investissements. C'est vrai. Non, sur les sommes, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu prends un mec majeur dans un club majeur d'un championnat majeur pour le foot titu direct chez toi en Ligue des Champions. Tu vois, on a tous cette image de la saison de Paris. En fait, elle bascule à l'instant où tu as le Barcola qui fait petit pont
centre en retrait Dembélé et plan sur Kvaratskhelia, quoi, qui est en tribune à PSG City, quoi. À ce moment-là, tu as toute la saison du PSG, mais nous ne le savions pas encore. Et du coup, là, pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur le côté règne et tout, vous pensez que ce qu'on a vécu, ce qu'on a connu avec le Barça de Guardiola, on le revivra pas avec un autre club, avec une autre équipe ? Ce sera différent. Non, mais de voir un club, une équipe autant différent. Ultra dominée. Oui, mais le Real a dominé mentalement l'Europe pendant des années. C'était une autre domination. 3 années de suite, et c'était pas forcément dans le jeu, mais il y avait des trucs de retournement de scénario. Après, moi. Même 4 en 5. Hein. Ouais, exactement. Mais après, tu vois, sans faire de comparaison, et c'est pas d'hégémonie avec le Barça de Guardiola, c'est quand même possible que le Paris Saint-Germain soit l'équipe des 3 prochaines saisons et qu'il fasse encore une finale sur les 2 prochaines Ligues des Champions. Avec l'effectif qu'ils ont, avec la jeunesse, on en a parlé, et le potentiel qu'il y a encore d'évolution, on n'est pas à l'abri que le Paris Saint-Germain soit cette équipe-là. Donc, moi, j'ai plus de doutes sur le Barça quand même. Je suis assez optimiste, en tout cas sur les saisons qui arrivent, parce que je vois pas ce qui pourrait enrayer la machine, de les faire dégringoler, tu vois. Surtout que là, on était sur un cycle qui va quand même, qui est parti pour un petit peu. Tu vois qu'ils veulent vraiment recruter un défenseur central jeune. Ouais. Qui veulent recruter. Après, tu peux te dire, oui, bon, l'histoire elle est écrite. T'avais Cruyff a donné Guardiola, qui jouait au Barça en même temps que Guardiola. C'était Luis Enrique, mais en même temps, bon, bah, il a été au Barça aussi, et il a pas réussi à mettre en place, même si son Barça était très fort. Il claque quadruplé. Non, il gagne la Coupe du Monde des clubs. Ancienne version. C'était surtout le Barça de Neymar et pas de Messi. Ça, c'est une vraie différence. Non, mais... Parce que c'est pas évident de faire ça quand t'as Messi. C'est pas quasiment prime, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça. Luis Enrique, quand tu te renseignes un peu sur le gars, est quand même détesté par 40% du peuple blaugrana, pour plein de raisons, notamment la communication, ce côté un peu jusqu'au boutiste, ce côté aussi de pas le Barça étant une énorme institution, un peu comme l'Olympique de Marseille, où si tu câlines pas en permanence tous les anciens, tout le temps, tu finis toujours par avoir une partie de l'opinion qui se monte contre toi. Et là où je te rejoins, c'est que Paris est peut-être le meilleur endroit pour lui. Fonds illimité, vivier de dingue sur les jeunes, au pied de ton stade, quoi. Tu mets un coup de pied dans un mur, t'as des joueurs de qualité qui sortent. Avant, justement, Paris a maintenant cette capacité à les sniper avant qu'ils aillent à Lyon, avant qu'ils aillent à Rennes, avant qu'ils aillent à Monaco, avant qu'ils aillent au Bayern. Aussi, voilà, donc bon, t'as ça. Et ce côté, Luis Enrique à Paris, maintenant, est une espèce de dieu vivant intouchable, ce qui lui permettra en fait de faire foncièrement ce qu'il veut. Je pense que Nasser Al-Khelaifi a compris que quand il laissait bosser les gens, Enrique et Campos aussi, ça se passait quand même pas mal. Ça reviendra vite. Hein. Si en novembre, décembre, ça commence à battre de l'aile, que tu as l'opportunité de faire la Yamal en mettant 300 millions d'euros, machin, les Qataris auront toujours ce truc qui, à un moment, les fera un peu dévisser. Mais peut-être que il y a une rencontre entre un club et un coach et que ça pourrait donner quelque chose qui peut durer. Mais les autres ont de l'argent, les autres vont bosser et les autres ont des gens qui savent travailler. Moi, je suis hyper curieux de voir comment le Real va réagir, parce que cette saison était... Parce qu'au-delà de la saison blanche, même s'ils ont des titres mineurs, comme l'a dit Mbappé, t'as le côté te faire élaguer par le Barça comme ça toute la saison, avec l'équipe que t'as. Non. Et tu dis, moi j'ai hâte de voir le Real de Xabi Alonso comment ça va bosser, de voir le chantier à City. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Ils ont quand même beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de postes clés à remplacer là. Parce que... Toute la défense déjà. En fait, ce qu'ils n'ont pas fait pendant quasiment 4 ans, tu le payes puissance 1000 maintenant. Et il faut beaucoup de joueurs pour le Real quand même. Même derrière, tu vois. Paris a pris de l'avance, tu vois, mais bon, les autres bosseront, et puis le Barça, c'est ce qui est dangereux avec eux, c'est que, enfin, moi j'aime beaucoup le Barça. Voilà, c'est que ils sont pas à l'abri financièrement, et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Le Real peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent acheter. C'est ça chaque année avec le Barça, et pourtant ils achètent. Ils mettent quand même 150 millions sur un mec, 120, alors que là ils le font plus. Ils font un levier. Tu regardes les 11 quand même, t'as beaucoup de mecs sur de formation. Après, c'est une équipe qui est encore plus jeune, qui est vraiment pas terminée du tout, enfin pas finie comme on dit, façon de parler. Je suis plus. Ils ont le banc. Bon, t'as des super joueurs. Fermine, moi je le trouve très très bon par exemple, mais c'est pas des. L'entièreté du Barça est très fragile, je trouve. Tu vois. Et derrière, les clubs italiens sont à la traîne. Les clubs anglais, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, vu ce que fait City, franchement, ça fait peur. Parce qu'on parle des Riders, comment il s'appelle le mec Tijani Riders. que j'adore.
qui aurait été un mec pour le Real. Tu vois. C'est exactement ce dont le Real a besoin. Mais le Real continue à chercher des joueurs qui sont un peu plus bling-bling que ça. Donc je sais pas, c'est vrai que moi je serais inquiet pour le Real si j'étais supporter du Real. Quoi. Avant de s'intéresser vraiment au Paris Saint-Germain et aux joueurs majeurs de cet effectif-là dans la compétition, dans la Ligue des Champions, c'était quoi votre première réaction au moment de la victoire finale ? Coup de sifflet final, 5-0. C'était quoi votre première réaction, votre première pensée ? À part chialer, tu veux dire ? On rappelait que j'avais garé ma caisse dans Paris et que c'était vraiment une très mauvaise idée en termes de festivité. Non, vas-y, pardon. Non, moi j'étais coupé pour dire une connerie. En fait, c'est très bizarre parce que j'avais une espèce de... J'étais certain qu'ils allaient gagner, donc je m'étais un peu préparé. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu biaisé ta réaction. Ouais. Et le scénario du match aussi fait que... t'as le temps il n'y a pas d'explosion. L'explosion est sur le 3e but, quoi, ou sur les 3 premiers buts, mais de façon progressive, je pense. Et le 4e de Guevara est l'accomplissement et le truc où tu te dis ça y est, c'est bon, ça y est, c'est fini. Mais j'ai eu ce truc de ne pas pouvoir partager avec mon père qui n'est plus là, chacun a ses trucs perso, tu vois, mais c'était plus j'ai pas ressenti ce soulagement que j'attendais. C'était plus un truc coché, maintenant on passe à autre chose, quoi. Quel est l'objectif prochain sur un autre domaine, tu vois, et ça m'a enlevé quand même quelque chose, une quête, quoi. C'est projeté sur le trophée des champions cette hiver. Non, mais je vais vous dire un truc. Mais par exemple, je me suis projeté sur Paul Sexas, qui est le nouveau prodige du vélo français, qui est potentiellement le mec qui va gagner un Tour de France. Ah, j'ai lu ça. Alors moi, je suis nul en vélo, mais j'ai lu ça. Ouais. Ça, c'est un vrai. Je vais demander à Alexis, c'est lui qui est hyper fort en vélo. Ouais. Ah non, mais c'est vélo électrique. Un vrai quelque chose. Ah bah tu sais, les champions cyclistes parfois aussi. Ils ont des vélos électriques. Ouais. Hein. Non mais les gars, ce qui est intéressant, c'est un mec qui fait des films un peu érotiques, non ? Eh ben écoute, il a 18 ans et et il est leader de son équipe, ce qui n'est pas arrivé en France depuis peut-être 40 ans. Okay. Ce que dit Jonathan est intéressant. Moi, à la fin du match, je me suis dit, c'est quand même fort ce qu'ils ont fait, et je me suis baladé alors déjà, avec modération. Une deuxième histoire de 12e. Une deuxième. Et je me suis dit, comme j'étais, je vais pas raconter ma vie, mais j'étais à une extrémité de Paris et j'habitais à l'autre, quoi. Je me suis dit, je vais rentrer à pied, un peu en vélo, si j'en trouve, autant dire que. Et je pense que je pouvais pas prendre ma voiture que j'ai donc laissée sur place. Et en fait, dans la rue. Évidemment, Paris était en fête, il y a des fumigènes partout, tous les bars, les machins, les trucs, quel que soit le quartier d'ailleurs, ce qui était assez marrant. En fait, même parfois plus, qui a donné lieu quand même à des trucs inacceptables qui sont inhérents, on va dire, à notre ville, c'est comme ça. Mais, notre vie, même tout court. Ouais, peut-être. J'ai vu surtout plein de mômes qui sont nés en 99, 2000, avec des maillots comme celui-là, ou le maillot d'avant, ou j'ai entendu un mec dire « Ah ouais, toi t'es un ancien », parce qu'il y en avait un qui a un maillot de Zlatan, quoi. Et il avait le maillot Ibrahimovic, et l'autre disait « Ah, c'est l'ancien, il a le maillot Ibrahimovic », tu vois. Et en fait, ce que dit Jonathan est vachement intéressant, parce que moi, j'ai grandi à Paris, donc j'étais au Parc des Princes quand j'étais gamin. Après, tu te mets à bosser, donc tu suis moins un club de près. Et puis, tu prends plus de recul par rapport au club. Parce que tu apprends des choses aussi qui te déçoivent sur le club. La génération de Jonathan et celle d'avant, et celle au pluriel d'avant, ont tous ressenti, en fait, je pense, un espèce d'abrutissement, limite un vide en se disant voilà, exactement. Donc là ça a été fait, alors qu'en fait l'espèce de frustration de on la gagne jamais a plutôt atteint les gamins qui ont grandi avec le rêvon plus grand sur le Parc des Princes, qui eux pour eux c'était un absolu mais vital en fait. C'est-à-dire, le PSG n'existe que dans cette quête inatteignable de la Ligue des Champions, alors que les vieux de la vieille en fait je pense entre le but de Guevara et le Marquinhos qui soulève le trophée, ont dû avoir Amara Diané, Seignon, Yasser, Guérin, qui ont défilé un peu dans leur tête, quoi, et tout ça, je voyais pas ça comme un espèce de truc où l'aboutissement c'est ça. C'était plus c'était l'aboutissement de l'ère Qatari, c'est certain, qui est pas fini, hein. Mais non, mais c'était ça, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, genre, ça y est, on a gagné les champions. Mais ça, c'est un truc de vieux. Parce que les gamins, en fait, les gamins, ils veulent marcher sur l'Europe pendant 30 ans, quoi. Mais je te donne un exemple. Ils ont connu que ça aussi. Le mercato de cet été, j'en ai, pour la première fois de ma vie, strictement rien à battre, quoi. C'est-à-dire que tu me dis, ils achètent Yamal, mais je m'en tape, en fait. Alors que l'année dernière, j'étais là, putain, ouais, alors, Doué, c'est énorme. Doué, c'est énorme parce qu'on va pouvoir construire pour aller peut-être la gagner l'année d'après ou dans 2-3 ans.
Putain, mais Joao Neves, Désiré Doué, en plus, on n'a que des jeunes, on a Nuno Mendes, etc. Je me disais, putain, Pacho, il a 22 ans. Mais c'est peut-être aussi parce on que va pouvoir peut-être la gagner. Très peu de failles. Oui, mais ça, tu le sais pas, l'été dernier. Oui, je te parle de maintenant. Ce que tu ressens aujourd'hui, genre le mercato, tu t'en fiches parce que ce PSG-là a très peu. Non, parce qu'on l'a gagné, en fait. Ouais. C'est parce qu'on l'a gagné, en fait. Parce que je vais rester poli, mais je vais rester poli, je vais pas dire ce que je veux dire. Je m'arrête là. Non, mais c'est comme tu finis un jeu, est-ce que tu as envie de recommencer le jeu que tu as déjà fini, quoi. Moi, j'ai eu un truc un peu contradictoire, à savoir que, évidemment que j'ai été heureux, mais je pense qu'il y a eu ce truc-là, et moi je me suis retrouvé dans ce que tu dis, parce que c'est des histoires familiales, et que moi j'ai plus pensé à ce qui me manquait pour pouvoir vraiment en profiter. Et je pense que moi j'ai eu les images qui me sont revenues en tête, c'est pas les anciens joueurs, mais c'est les matchs à la maison où mon daron il mettait des coups de pied dans le fauteuil, où il jetait des bouteilles d'eau à travers la pièce, parce qu'on était 14e, et c'est tous ces souvenirs-là, c'est quand il m'a amené au parc. Et de ne pas pouvoir le partager avec lui, je pense que tu vois, il y a cet entre-deux, il a été difficile pour aussi pour l'ancienne génération des plus de 30 ans. Les anciennes, il disait. Non, mais des plus de 30 ans. Voilà, des plus de 30 ans. Et moi, genre, c'est pour ça que j'ai pas été dans un truc de savourer. Et j'ai été dans putain, il manque lui, il manque là, il manque ça, il manque ça. Et c'est ça qui était étrange. Et finalement, heureux, mais sidéré, parce que tu vois, tu regardes un truc comme si c'était pas vrai, et en même temps, quand tu réalises, tu te dis. Et aussi les souffrances de, tu sais, les mecs du Bayern qui disaient ouais, on n'achète pas une Ligue des Champions, ouais. et un tel, et les supporters du Real qui nous narguent, et les supporters du Barça, la remontada, et les supporters. Mani, tu pourras mettre un bip sur la phrase qui va venir, mais maintenant tu les regardes, on vous baise en fait. Et c'est ça le truc, c'est que tu te dis, bah c'est comme quand tu es champion du monde pendant 4 ans. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Tout le monde se tait, tout le monde s'incline et dit bravo Paris, merci. Voilà. Là, il n'y a plus un supporter marseillais qui pourra. Non, mais ça, c'est que la saison va reprendre quand même. Non, c'est fini. Les mecs du Bayern, du Real, ça les a pas traumatisés que tu aies gagné ta Ligue des Champions. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs à qui ça a vraiment fait chier que Paris gagne. Mais pourquoi ? Et parce que Paris a toujours été. Il y avait cette étiquette d'éternel loser qui faisait rire tout le monde, qui faisait. Mais bien sûr que. Bah, t'es pas le premier. C'est pas d'éternel loser. L'Atlético a toujours été comme ça. Enfin, non, je pense que là, pour le coup, les grands clubs européens. Oui. Je parle de l'argent, des Qataris, le fait que ce soit des City Arabes. l'a gagné avant toi, tu vois. Ok. Mais on entendait quand même moins ce truc. Parce que par le jeu, il y avait quand même. Le Barça, on leur a pris Neymar quand même à 222 millions d'euros. Tu vois, il y a ce truc-là on a entre guillemets un peu détruit le Barça pendant des années parce qu'ils sont passés se réinventer. Ok, certes, mais Paris a été la risée de l'Europe pendant 14 ans. C'est un fait. Il y a beaucoup de grands clubs européens qui étaient assez, tu vois, supporters et même joueurs et même dirigeants qui se complaisaient dans le fait que Paris sorte en disant, vous voyez. On n'achète pas une équipe. Ouais. Après, une équipe, ça se construit. Une institution, ça se construit, etc. Le remontada. Et finalement, ça, c'est le plus grand accomplissement cette année, je pense, d'avoir eu une équipe aussi qui était un vrai collectif et que ça nous a fait kiffer aussi. Mais après, ça nous a emmenés. Je veux dire, c'est pas parce que t'as gagné, t'as glané ta Ligue des Champions que t'es une institution qui peut tutoyer de près ou de loin celle du Bayern, celle du Milan AC, celle du Real, celle du Barça. Ça n'a pas changé, ça. Je conçois que tu sois. Non, mais Paris sera plus respecté, c'est certain. C'est la fin d'une souffrance. C'est vraiment ça. Tu souffres pendant. Enfin, je sais pas, depuis que tu supportes ce club. Tu supportes le PSG. Non, mais c'est vrai. Depuis que tu supportes ce club, tu souffres. Et là, hop, tac, fin de la souffrance. Allez, ciao, merci. Voilà. C'est un peu ça, comme ça que je. Est-ce que vous avez peur de plus avoir d'émotions avec le PSG maintenant que ça y est, c'est arrivé? Non, moi, je sais que j'en aurais beaucoup moins. C'est certain. Je le sais, je l'ai accepté. Mais t'es un malade en fait. Bah non, mais je pense que tu penses pareil. Enfin, j'essaie de comprendre. Ouais. Tu es donc supporter d'un club. Ouais. Le club concourt tous les jours, tous les ans à la même compétition, finit par la gagner. Le mec du Real, le soir de la 11e Ligue des Champions, c'est pas dit, non, là, c'est bon. Ou de la décima d'ailleurs, c'est un meilleur exemple. Parce que décima, il courait après pendant des années, machin. Chacun son objectif. Je vais comparer. Mon objectif, il a aucun sens. La saison, elle va reprendre. On en parle en octobre, tu vas être à donf parce que tu vas dire, ouais, mais Nuno Mendes, c'est plus pareil, il fait plus les efforts. Oui, c'est toujours pas défendre. Non, mais c'est pas. Ouais, je veux bien. Bon, là, on est quoi ? On est à quelques temps après cette finale, mais. Les saisons s'enchaînent, quoi. Moi, je vais comparer avec 98 où j'avais 15 ans. L'émotion que j'ai eue en 98, quand il y a eu 2018, moi j'ai des potes qui ont chialé. Moi, j'ai pas pleuré en 2018, j'étais content.
J'étais très content, vraiment heureux, j'ai fait la fête, etc. Mais c'était à des années-lumière de ce que j'avais vécu en 98. Mais t'as quel âge en 98 ? 15 ans. Ok. Et il y a un truc de de ce que ça représentait de gagner une Coupe du Monde. Et en fait, je pense qu'il n'y aura pas... La première, ça sera toujours la plus grande et que... Donc il est un peu dans la provoque comme d'habitude, ça ne change pas beaucoup. Mais je pense qu'il marque un point sur le fait que pour certains, quand tu l'as autant attendu et que c'est arrivé, la deuxième, s'il y en a une deuxième, et ce que j'espère, ça ne sera jamais la même chose que celle-là. C'est encore plus insupportable après la deuxième. Ça c'est sûr. Mais je pense que plus ça avancera et plus ce sera insupportable. Et ça, c'est pas le foot, c'est l'âge. Exactement, bien sûr. Non, mais j'assume totalement. En fait, c'est une position, c'est un ressenti, c'est pas une position. C'est de me dire, ma souffrance s'est arrêtée, basta. Et les supporters de Marseille, qui sont mes potes, qui ont 30 ans ou 35 ans et qui n'ont pas vécu 93, ils ont une souffrance qui est la leur. Parce que Paris a perdu, enfin Marseille perd tout le temps contre Paris. Parce que Marseille perd contre Annecy quand non, c'était quoi ? C'était Annecy. Ouais. Quand ils sortent le Paris, tu vois. Enfin, des trucs. C'est des souffrances. Imagine, regarde, un supporter marseillais. Si l'année prochaine l'OM est champion de France devant le Paris Saint-Germain, même s'il a été, ce serait un truc de. Alors que Marseille est un grand club français, voire même européen, tu vois. Mais je pense qu'ils auront quand même ce truc, non ? Oui, mais les saisons, elles s'enchaînent. Si un supporter de l'Olympique de Marseille est champion devant le PSG, il va se projeter. Les supporters de l'Olympique de Marseille, ils veulent exister en Europe, ils veulent viser... Bien sûr, mais c'est ton prisme de ton métier là qui parle. Une nouvelle saison, ça continue, machin. Une nouvelle histoire, etc. Ouais. Mais dans la quête d'un supporter du Paris Saint-Germain... Moi, je me dis que dans la quête d'un supporter du Paris Saint-Germain, tu te dis, pour les mecs qui étaient un peu tenus loin du Parc des Princes pour des raisons déjà financières, parce qu'il faut en parler un jour aussi, mais le mec va se dire, je vais peut-être me saigner et m'abonner, parce que là, le meilleur jeu de football qu'on peut voir en Europe, il est aussi un peu au Parc des Princes. Il n'a pas attendu de gagner avec des champions pour penser à ça. Non, mais là, du coup, tu t'ouvres sur... Encore une fois, je te dis, quand tu te balades dans Paris ce soir-là, t'as des gens qui suivent le foot de près ou loin. Vraiment. Oui, et qu'il faut. Ouais, mais c'est ça, de construire une communauté. Ouais, c'est que tu ramènes des gens. Donc, et la question, bon, c'est pas le thème du soir, mais la question du stade, évidemment, va se poser. En plus, il y a eu l'actu cette semaine. Ça se pose même pas, c'est inéluctable qu'ils partent. Oui. Inéluctable. Bien sûr, mais bon, ou alors qu'ils partent, ou alors que les choses s'arrangent avec la mairie de Paris, qui devrait bouger. Ils veulent un centre commercial, ils veulent faire de l'argent, c'est comme ça. C'est bien que tu le dises parce que personne ne le dit. Parce que tout le monde a cette position un peu binaire pour dire oui, non, mais c'est un combat, c'est Hidalgo qui veut pas les Qataris, je sais pas quoi. Et je suis bien d'accord avec toi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un monument historique et ils ont refusé un bail amphithéotique de 99 ans. Surtout que la boîte qui a pris 10%. Ça va, ton conducteur, là, on est bien. La boîte qui a pris 10% des parts, en plus, elle a déjà fait ça aux États-Unis avec je sais plus quel club de baseball. Et l'objectif, c'est ils ont mis 500 millions et d'un seul coup, ils construisent un stade et blablabla. Et tu vois. Et leur but, c'est ce que tu disais, centre commercial, cinéma. J'ai des copains qui sont allés à la finale, qui n'étaient jamais allés dans des stades modernes entre guillemets. Et ils m'ont dit je comprends pourquoi. Oui, évidemment, parce qu'ils veulent un stade, centre commercial, un rapporteur de revenus. Où tu peux garer 10 000 caisses. Tu vois, à Munich, c'est ça. T'as un énorme parking. Ce sera une nouvelle histoire du Paris Saint-Germain. Une évolution de 75 qui a évolué vers Canal+, vers le Qatar. Enfin, il y a eu Colonie, mais c'était un petit moment. Et maintenant, ça va partir vers autre chose. Et certaines personnes s'identifieront au Paris FC, et c'est leur droit. C'est pas mon cas, mais c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Et puis le Paris FC récupérera certainement le Parc des Princes, parce que ce sera un stade vide. Tu penses vraiment que le PFC mais je pense récupérera le Parc des Princes ? Que c'est un objectif pour le Paris FC, 100%. Mais ils vont remplir 40 000 places. Non, mais là, on n'en est pas à l'état actuel des choses. Là, on parle d'une histoire le nouveau stade. Le PSG, quand il arrive après la fusion avec le stade Saint-Germain au Parc des Princes, il fait 6 000. Sauf la seule fois où ils le remplissent, c'est parce que Saint-Etienne vient jouer. Et que du coup, mais c'était le Parc des Princes au début, c'est un stade où les gens viennent voir l'adversaire. Comme va être Charletti l'année prochaine. Jean-Bouin l'année prochaine. Exactement. C'est vraiment ça. Tu as et puis tu as le stade du Paris Saint-Germain qui sera prêt en 2032, je pense, ou 2030. Il faut déjà que le truc soit acté. Oui, non, mais tu as le temps. Tu repousses le truc. Tu as 4-5 ans pour que l'histoire du Paris FC s'écrive aussi. Tu vois. Ou pas d'ailleurs. Ou qu'elle fasse comme le Matra. Ça m'étonnerait quand même. Non, mais bon, tu vois, c'est compliqué la Ligue 1 aussi, quoi. Oui, mais il y a quand même Arnaud derrière. Il y a Pinot à Rennes, tu vois. Il y a en Ligue 1, mais je veux dire. Il y a Red Bull aussi.
Sur le projet sportif, c'est autre chose. Pour revenir un petit peu sur le PSG sur les bonnes grosses digressions. et la Ligue des Champions. C'est une émission spéciale, on fait ce qu'on veut. Si ça fait c'est pour ça que je vous laisse vraiment. parler, et puis tout est intéressant dans tout ce que vous dites. Si vous deviez retenir un ou deux joueurs vraiment pour caractériser, symboliser un petit peu la performance de haut niveau du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions, s'il devient No Ténas pour moi. Incontournable. Et tu sais que je le vois, je le vois sur toutes les shorts qui apparaissent. Saint-Germain, ouais, et il est extrêmement taré, mais dans le bon sens, tu vois. C'est un perso du vestiaire. Exactement. Et je le savais pas. Ça. Il en faut. J'ai l'impression que c'est un mec de télé-réalité, tu sais, avec ses lunettes de soleil qu'il n'a jamais enlevées. Il était tout le temps avec les supporters. Il a vécu sa meilleure vie. Il remplit parfaitement le rôle de numéro 2, en fait. Numéro 3 même, non? Ouais, mais... alors, même s'il est numéro 3, je trouve qu'il a le rôle de numéro 2. Oui, de l'époque. Voilà. Le Vercoute, c'est ça que tu veux dire. Ouais, je cherchais... De Milou, avec Tintin. Bon, bref, j'avais un gardien de but. Genre mais... qui? Non, j'ai pas de numéro 2 en tête là d'un coup. Vercoute, non, à Lyon? Non, je pensais pas à Vercoute, mais oui, c'est vrai que Vercoute, c'est très bien. Bref, si vous deviez choisir un joueur, donc à part... il y a effectivement... Je pense que tu vas partir sur Fabien Ruiz. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mon bébé, j'ai passé la saison avec le 14 dans le dos, donc j'appelais pour qu'il joue plus à partir de octobre-novembre, et voilà, il a redynamité l'équipe, je trouve. Mais ça peut être Vara, ça peut être lui, ça peut être Nuno Mendes, ça peut être Vitinha. Et si toi, tu devais en choisir un ou deux? Je trouve que tactiquement, l'apport de Kvaratskhelia a changé mais drastiquement l'efficacité du Paris Saint-Germain, autant défensif qu'offensif, que dans la maîtrise, que dans l'animation offensive, que dans la maîtrise du tempo des animations offensives placées. Toutes les attaques placées du Paris Saint-Germain sont sur Kvara, quasiment aujourd'hui. Et ça a donné aussi énormément de liberté à Dembélé, qui avait ce poids-là aussi de devoir lead ça. Donc je trouve que Kvara apporte quelque chose, mais je voulais te laisser, Kvara, parce que c'est ton homme de lettres. Ça sera pas lui, du coup, mais c'est pas grave. Donc voilà, Kvara, pour moi, est l'élément clé de ce Paris Saint-Germain. Pour moi, Kvara est le meilleur joueur de très très loin de cette équipe. Mais de très très loin. C'est-à-dire qu'il change tellement tout que c'est l'homme clé de cette équipe. S'il n'arrive pas au mercato hivernal, vous pensez que le PSG fait la même campagne? Je pense que le Paris Saint-Germain est insignifiant contre Liverpool. Ah ouais? Vraiment. D'accord. Parce que, justement, il a un impact direct sur Dembélé, sur Fabien Ruiz, pour le fait qu'il n'a plus à défendre pour l'autre. Enfin, c'était Barcola, mais avant, c'était Mbappé. Et Fabien Ruiz joue avec le jeu à le terrain devant lui, ce qui a changé quand même beaucoup de choses. Et Nuno Mendes, c'est le jour et la nuit. La phase de poule de Nuno Mendes, où il est fautif sur des buts, où il est tout seul face à 2-3 joueurs, mais là, ça a totalement réglé. Ça a fait passer Nuno Mendes dans une autre dimension. Et il a pocket Salah, Saka, quasiment, et consort, enfin tout le monde, quoi. Mon bobo. Bon, attends, il l'avait préparé. Okay. Ça, c'est gênant. C'est 2 heures qui se... Non, je viens d'y penser maintenant. Ah, ça va. Mais non, parce que je voulais dire Kvara, mais tu me l'enlèves. Donc en fait, moi, Ousmane, je pense qu'il a changé la dynamique et l'approche psychologique de l'équipe, mentale de l'équipe. Il y a un truc où être capable d'être à la fois aussi décisif et se donner pour les autres, et même dans le message, parce que à de nombreuses reprises, on a essayé de lui tendre des perches pour qu'il tire la couverture à lui, et il ne l'a jamais fait. Et je pense que c'est aussi le symbole de l'état d'esprit du Paris Saint-Germain cette année. Alors le fait qu'il soit francophone, c'est quand même un peu plus facile pour pouvoir l'incarner, mais tu vois, encore une semaine ou deux avant la finale, on essayait de lui dire est-ce que vous voyez Ballon d'Or, etc. Il fait, mais moi je me bouge le cul pour les autres, quoi. Enfin, je pense qu'il a réussi là où Mbappé n'avait pas réussi. On se rappelle tous de la petite causerie de Luis Enrique avec Mbappé. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça avec Ousmane l'équipe pour Arsenal. Un moment clé de la saison aussi. La première titularisation de Désiré Doué. Oui, parce qu'il est en retard à l'entraînement, je crois, et qu'il l'exclut du groupe. Mais qui ne pose. Enfin, finalement, tu vois, il y a un truc où ça fait pas de vague parce que c'est ancré, que c'est comme ça que ça fonctionne, où le collectif est plus important. Et pour moi, tu vois, sur la fin de la saison, c'est lui le capitaine, tu vois, de cette équipe dans ce qu'il a pu insuffler à l'équipe.
C'est vrai que tu parles d'attitude en dehors du terrain, mais même sur le terrain, c'est hallucinant. Quand tu vois toutes les vidéos, toutes les phases où on le voit pressé, mais c'est hallucinant. Et il est comme habité. Non, parce qu'on a tous ri en voyant cette image, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, tu le vois vraiment. T'as l'impression de regarder un manga, j'avais vu cette tête-là. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont cette tête quand ils jouent, non? Il y en a beaucoup de joueurs qui ont cette tête, non? Quand ils sont vraiment focus sur un truc. Là, c'était quand même parlant. Non, mais c'était fou. J'ai rarement vu un truc pareil sur un 6 mètres. Et puis les 3 derrière. Dans une finale en plus, c'est ça? Ouais, non, c'est. Et à 3-0, à 4-0. Moi, j'ai vraiment du mal à choisir. J'ai du mal à choisir, mais je vais quand même choisir Hakimi. Parce qu'Achraf Hakimi est dans cette équipe peut-être celui qui a le plus d'écart avec les autres joueurs européens à son poste. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur à son poste, mais de manière. Mais il y a un écart de fou, quoi. On l'a vu en finale d'ailleurs. Est-ce que Dumfries, tu le mets latéral, tu le compares à Dumfries? Parce que Dumfries est beaucoup plus. Ouais, non, moi je pars sur homme de couloir, tu vois. Vraiment sur le côté, parce que maintenant c'est tellement hybride que je trouve qu'Hakimi a. Devant Jonathan Klaus? Une légère longueur d'avance. Je trouve qu'il a rien raté cette saison. Mais même au moment où Paris allait pas bien. Il a été un peu moins bien quand Paris était moins bien, justement. Je un peu la langue en fait. C'est ça où il était mais tu vois. Après, est-ce qu'il n'a pas joué tous les matchs quasiment? Franchement, mais il sort jamais surtout. Il a fait les JO, il s'est pas pété. Il s'est très 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 peu blessé. Il a joué quasiment tout. Il a été bon à chaque fois. Et franchement, il a été énorme. Il fait une finale énormissime. Désolé, j'ai une info en direct. Le Panama All-Star est éliminé de la Kings League. Voilà. Pardon, c'est moi. Je sais pas si c'est bien. C'est une information pour lui Paris Saint-Germain. Je vais quand même choisir Hakimi, même si le rôle de Vitinha est. En fait, Vitinha et Neves, parce que franchement, on a parlé de Neves aussi et de son arrivée à l'été qui a tout changé, ont tellement un objectif majeur la saison qui vient qu'on a pour les deux. J'attends de voir parce que je veux voir la dimension qu'ils vont prendre et Nuno Mendes aussi avec un S. Mais Achraf Hakimi, je trouve, est arrivé à l'apogée de quelque chose. Je pense que ça va être difficile. Je ne le vois pas aller au-dessus de ça parce que je pense que la saison qu'il réalise là, elle est parfaite en fait. Elle est parfaite avec l'apport qui est le but face à Arsenal où il se retrouve en position d'avancante. Évidemment, c'est lui qui ouvre le score sur cette finale. Mais surtout que c'est le joueur parfait. Il a marqué sur chacune des rencontres. Mais quasiment, c'est le joueur parfait. Attends, là, on va arriver sur le prochain sujet, du coup, c'est ça? La transition, tu te la cherches là? Non, pas forcément. Elle est bien la transition. Ah oui, mais bon. Non, mais voilà, j'en conclus, mais il a rien raté, il a tout réussi. Même mental. Il a retourné le cerveau de tous les entraîneurs qui sont apprêtés à recevoir le Paris Saint-Germain, parce que pour moi, c'est une équation à somme nulle. Tu peux pas régler ce problème en fait. Tu peux pas régler le problème d'un mec qui fait 16 bornes par match, qui court 9. Tout le temps, qui peut finir 9, et qui à la 88e va te faire un sprint de zinzin. Est-ce que tu comme ça, sa position au milieu de terrain, même pas. Et c'est un peu pour ça que je l'ai choisi. C'est-à-dire que je trouve ce mec juste stellaire. Et en fait, ça a matché avec Luis Enrique, heureusement. Et il a donné la pleine mesure de son talent. Mais moi, vraiment, c'est un des mecs qui m'impressionne le plus dans cette équipe. Après, moi, je trouve que Donnarumma aussi a pris une autre dimension par rapport à ce qu'il avait fait sur les dernières saisons où il y avait de l'inconstance au niveau de la concentration, au niveau des sorties aériennes, au niveau du jeu au pied, etc. Où là, il a été décisif à de nombreuses reprises dans certains matchs où il était très sollicité et il a été décisif dans des matchs où il était très peu sollicité. Et c'est aussi game changer par rapport à tout ce qui s'est passé sur les dernières années. Et on pense cette saison aussi. Hein. Mais quand tu vois le Paris Saint-Germain de l'année dernière ou encore l'année d'avant et le Paris Saint-Germain de cette saison en poule aussi. Le Paris Saint-Germain de cette année, t'as une montée en puissance tout au long de la saison à partir du moment où il prend un crampon dans la gueule par Singo. Qui aurait dû être invité au Parc des Princes pour la remise du trophée d'ailleurs. Parce que franchement, il a fait basculer. Il a fait basculer Donnarumma. Honnêtement, on aurait même dû l'inviter à participer. Ce qui est fou, c'est que tout est arrivé. Après, souvenons-nous des commentaires après PSG Liverpool. T'as dit, pardon. Des commentaires après PSG Liverpool, le match aller, qui était après Singo. Le but de Harvey Elliott, tout le monde a dit que Donnarumma n'était pas un grand gardien, que le PSG n'arriverait jamais avec lui. C'est Anfield qui fait basculer le truc. Je retiens mes propos de décembre dernier où je préfère Chevalier. Sans aucun doute. Parce qu'il était mauvais, Donnarumma. Faut dire la vérité. Il était fautif sur des matchs, sur les sorties aériennes. Encore contre le Bayern au début du match, ou Arsenal, je sais plus. Le Bayern, tu vois, il est fautif, il tue le match, quoi. Mais toi, contre le Bayern, c'est pas Safonov dans les buts?
Non. Alors c'est contre Arsenal, oui. Non, c'est contre Arsenal. Justement, C'est contre Arsenal, tu vois. Mais pour te dire. Heureusement qu'il y a un mec qui a 2-3 fiches quand même, parce que sinon. Je l'ai même pas noté. C'est saucisse sur saucisse, des fiches mentales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment dans cette saison-là, où il y a un débat pour savoir si Safonov doit être titulaire. Non, mais c'était pas. Non, il y a quand même. Je te dis pas qu'on le partage. Je te dis qu'il y a un débat autour de son poste de titulaire. Et c'est ça qui est fou. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, parce que il a atteint un niveau où aujourd'hui c'est le meilleur gardien du monde. Et c'est incontestable aujourd'hui. Mais à l'instant T. La saison elle va reprendre, à l'instant T, quoi. Après, le débat d'après. Je m'emmerde avec cette saison, elle va reprendre. Il y a la championne du monde des clubs. Non, mais c'est les trucs de l'instant T. C'est qui est le meilleur machin. Sur les 6 derniers mois. Tu vois, Hakimi, c'est le meilleur homme de couloir droit du monde. C'est incontestable. Personne ne pourra dire non, attends, il y a lui, machin. Donnarumma, bon, il y a débat, quoi. Parce que c'est des trucs de période. Tout à l'heure, tu évoquais le mercato, on parlait de Marquinhos et tout. Là, justement, il y a Donnarumma qui a fait un petit peu parler de lui parce que son contrat court jusqu'en 2026. Parce qu'il veut un bête de contrat. Oui, d'accord. Mais la question se pose, est-ce que, selon vous, Paris doit chercher un nouveau gardien numéro 1 pour la saison prochaine? On parle beaucoup de Lucas Chevalier. Si ça se fait avec Lucas Chevalier, est-ce que vous voulez que Chevalier remplace Donnarumma dès la saison prochaine au PSG? Bah non. Puisque pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Donc je ne peux pas aller contre ce que je viens de dire. C'est impossible. Je pense personnellement que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à garder Donnarumma parce que quand tu écris des histoires comme ça, alors il s'agit de bien les finir, mais pas trop tard. Mais bon, là, tu peux quand même surfer dessus un bon paquet de fois. Il a 26 balais. Par contre, le PSG ne doit pas accepter de se faire braquer sur un mec qui va faire x2,5. Là, pour le coup, le PSG en bonne intelligence doit aussi peser le pour et le contre. Mais s'il est possible de le conserver. De fou. Le PSG doit y aller. Vas-y. Ah, mais Oui, cette histoire de lettres qu'il a écrite à tous les joueurs dans leur langue. Alors, même si c'est une traduction automatique, mais c'est quand même une démarche qui est quand même incroyable. La démarche est incroyable dans la place qu'il a pris dans le vestiaire, et, ne serait-ce que pour ça, vu l'importance du poste. Et bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, parce que si on parle de ces montants-là, évidemment que le Paris Saint-Germain va se poser la question de est-ce qu'on va le prolonger dans ces conditions. Après, sur le papier, jamais je le change. Tu vois, si c'était juste une question de niveau, une question d'aura, et est-ce que Chevalier il peut challenger Donnarumma, mais c'est dans l'histoire de on parlait tout à l'heure de est-ce que ce PSG va dominer le football pendant des années. Bah ça, c'est une question clé de qu'est-ce que tu fais de tes joueurs qui ont gagné avec des champions. Et des joueurs clés. Il y en a 6 des joueurs clés. Enfin, 7. La colonne vertébrale. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as gagné avec des champions? Est-ce que tu vas dans le Hall of Fame, enfin je sais pas comment dire, mais on parle souvent de legacy, tu vois, mais le Hall of Fame de cette équipe-là, est-ce que tu gardes Marquinhos jusqu'à 34 ans? Est-ce que tu... c'est des vraies questions qui sont, je pense, traitées par Campos et qui va faire du mieux possible, je pense. On évoquait Désiré Doué, les joueurs majeurs justement du PSG. On a parlé de Dembélé, on a parlé d'Hakimi, de Gvara. Là, en ce moment, et tu avais un peu aussi entamé le sujet et le débat, on parle énormément de cette course au Ballon d'Or entre Ousmane Dembélé, entre Lamine Yamal. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment débat, selon vous? Et la deuxième question, c'est est-ce que Ousmane Dembélé, au sein du Paris Saint-Germain, fait vraiment l'unanimité dans cette course au Ballon d'Or? Tu parles d'Achraf Hakimi. Est-ce que, typiquement, Achraf Hakimi ne pourrait pas venir titiller Ousmane Dembélé pour choper le Ballon d'Or, selon vous? Au sein de l'effectif, c'est la question, est-ce qu'il fait le... En gros, c'est en ce moment le débat qu'il y a beaucoup, c'est Dembélé ou Lamine Yamal. Ouais. Mais est-ce que, voilà, il est a priori promis à Ousmane Dembélé, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur du Paris Saint-Germain qui pourrait venir un petit peu se placer à côté de lui? Au mérite, on parlait d'Hakimi, Vitinha aussi, il est question de lui parce qu'il prend la Ligue des Nations et que ça fait aussi partie des critères au niveau des trophées. Après, moi, j'ai pas l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il y a vraiment un débat, en tout cas au sein du club, et on a pu le voir lors des célébrations du titre de la Ligue des Champions, à quel point tout l'effectif était derrière lui, et on sent vraiment qu'il y a une union sacrée pour que Dembélé, qu'on ait un ballon d'or français après Benzema. Moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, on en parlait il y a quand même quelques semaines, quelques mois maintenant, sur le niveau de Lamine Yamal, le fait que ce soit le meilleur joueur du monde intrinsèquement, dans la capacité d'élimination, le côté spectaculaire, etc., ça ne remet pas ça du tout en question. Ça reste, je pense, toujours aujourd'hui, intrinsèquement, un joueur exceptionnel et peut-être le meilleur du monde. En revanche, dans ce qu'il insuffle dans une équipe,
Bah, pour moi, il n'y a pas de débat entre Ousmane et Dembélé et de Lamine Yamal. Je le donne à Dembélé tous les jours, ne serait-ce que parce qu'on a, tu vois, l'attitude pendant la Ligue des Nations. Moi, c'est des genres de trucs, ça m'horripile. Et on a beau me dire qu'il a 17 ans, il est professionnel. Quand il célèbre, il sait ce qu'il fait. Quand il célèbre pas et quand il montre ostensiblement qu'il fait le connard, il le montre ostensiblement. Donc pour moi, ça c'est un truc où je peux pas lui donner le ballon d'or parce qu'il lui manque tellement de choses en termes de trophées cette année. Ça m'en fout, je suis désolé, mais je suis désolé de te couper, mais ça m'horripile de voir les discussions sur Twitter, sur n'importe quel réseau social, où ils te parlent de Lamine Yamal, mais les critères du ballon d'or. En 1, c'est les performances individuelles. Les stats. C'est en 1. Dembélé met une vitesse à Lamine Yamal. Ouais, sur toutes les stats, c'est sûr. C'est indéniable. Cette saison, Lamine Yamal, c'est 18 buts, 25 passes décisives. C'est performance compétition confondue. Pas les stats individuelles. Et Dembélé, c'est stats ou performance. Je vais te dire, je l'ai là. Parce que si c'est performance, je suis pas d'accord avec toi. Il y a premier critère, performance individuelle et caractère décisif. Cela inclut les statistiques, mais aussi l'impact du joueur dans les moments clés. Ouais. D'accord. Ouais, bah là, je suis pas d'accord. Le deuxième, aspect collectif et les trophées. Attends. C'est impact du joueur dans les moments clés, tu peux difficilement. Dembélé, il a marqué à quasiment tous les tours Enfin, il a marqué contre Liverpool, il marque contre. Mais Arsenal, impact du joueur dans les moments clés sur son équipe. Et c'est quoi les moments clés de la saison de Yamal? Les moments clés de la saison de Yamal, c'est tous les gros matchs de Liga et les allers-retours en Ligue des Champions. Celui contre l'Inter, il réveille le Barça tout seul. Oui, mais il saute. Bah, il saute à la fin. Impact sur l'équipe, je trouve que Dembélé n'avait pas, pour reprendre ton expression de jeune, n'avait pas une vitesse à la Yamal. Pour les stats, stats, je suis d'accord avec toi. 18 buts, 25 passes D pour Lamine Yamal et 33 buts, 15 passes D. Pour l'impact, je suis d'accord que ça se joue. Impact sur l'équipe, je trouve que si Dembélé est forfait, le PSG tremble moins que si Yamal est forfait à Barcelone. Palmarès collectif. Là, il n'y a même pas de discussion. La Ligue des Champions, c'est un trophée majeur. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il ne se fait pas sortir en barrage, Lamine Yamal, on est d'accord. Il se fait sortir au port de la finale sur le plus grand match c'est 0 pour le palmarès. Non, je suis d'accord. Que ce soit demi-finale ou premier tour, c'est pareil. Palmarès collectif, c'est forcément un joueur du PSG. Il n'y a que la Ligue des Champions. J'essaie de raisonner comme les journalistes qui votent raisonnent. Oui, mais ils doivent respecter. Et classe et fair play. Oui, mais respecte, t'as vu les votes de l'année dernière. Bah Rodri, il a gagné. Non, mais ils doivent respecter. Il y a des mecs qui ont voté des trucs lunaires. Je suis d'accord. Ils ont ta charte sous les yeux, ils sont obligés de respecter. Rodri gagne ils l'Euro, font ce qu'ils veulent, quoi. Donc si tu regardes les critères du Ballon d'Or, c'est forcément un joueur du Paris Saint-Germain, parce que le trophée majeur de la saison, c'est la Ligue des Champions. Gagner la Liga, c'est rédhibitoire. Enfin, ne gagner que la Liga, c'est rédhibitoire. Et c'est quoi les autres Je me rappelle. Les 3, c'est fair play. Fair play, classe et fair play. Classe et fair play. Bah, je pense qu'il n'y a même pas de discussion. Voilà. Après, c'est la question d'Alexis, c'est au sein du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on en oublie Hakimi ne mérite pas de l'avoir ou Vitinha ne mérite pas de l'avoir? Toi, t'exclus totalement que Lamine Yamal soit Ballon d'Or, soit le prochain Ballon d'Or. Moi, je suis quasiment certain que ce sera Ousmane Dembélé. Moi, je te dis pas ce que tu souhaites. Non. Tu penses, toi. Je pense sincèrement que Ousmane Dembélé aura le Ballon d'Or à 90% de chance. Enfin, les cotes en Angleterre, c'est 1,50 pour Ousmane Dembélé. Ok. Et Lamine Yamal, je crois, c'est 3. Enfin, c'est vraiment un écart. Donc, une belle cote. Si Lamine Yamal est Ballon d'Or, ça vous choque? Ouais. Moi, franchement, Ballon d'Or. Franchement, moi, ça me choque. Oui. C'est 3, Lamine Yamal. Et c'est pas en termes de niveau ou de qualité du joueur, c'est juste sur la saison en elle-même. D'Ousmane Dembélé. Parce que si le Ballon d'or, c'est des highlights YouTube, bah ouais, on peut lui donner le Ballon d'or. Non, mais être le meilleur joueur du monde, ce n'est pas être Ballon d'Or. J'exagère exprès, je suis pas premier degré sur le truc, mais il y a quand même ça ne suffit pas, tu vois, par rapport justement sur. C'est surtout hors sujet. Sur le côté sur les statistiques sur la saison, il est derrière Ousmane Dembélé. Enfin, tu vois, donc à un moment. En fait, et puis moi, le dernier critère, je sais que ça compte pas beaucoup, mais c'est un critère qui me. Je pense que l'année dernière, qui est hyper important. Pour Vinicius, quoi. Ouais. Bien sûr que ça va compter. Je trouve que ça plombe vachement et. Tu vois, genre, même le premier truc que tu fais quand tu perds le match contre le Portugal en t'étant comporté comme un con, en n'applaudissant pas, en te barrant, machin, etc., c'est de poster une story où tu donnes rendez-vous déjà pour la date de la finale de 2026. Redescend. Enfin, tu vois, il y a un truc, moi, ça m'a gonflé, en fait. Il a 17 piges. Il a 17 ans, quoi. Ouais, il a 17 ans, mais quand il célèbre, on dit c'est frais, etc. Mais ok, mais il a 17 ans, c'est du débat comme les mauvais côtés. Je sais la question que tu as posée.
Je sais la question que tu poses là. Imagine si Mbappé au même âge, il fait la même chose. Tu penses pas qu'il se fait brûler par toute la France entière? Si, mais moi j'ai un peu de mal avec le truc des réseaux sociaux parce qu'en fait les gens de 17 ans en ont un usage que les gens de 30 ans n'ont pas et que ceux de 35 ans comprennent pas et que ceux de 40 ans en ont marre. Donc bon. Mais le truc c'est que perso, le Ballon d'Or, je trouve, a de moins en moins de sens au fur et à mesure où les années défilent. Et là, c'est très longtemps. Le point d'orgue, mais absolu, quoi. C'est-à-dire que de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il n'y a plus de l'ère Cristiano Ronaldo, mais Messi est terminé. terminé. L'ère des deux mondes, ça est terminé. Et on est tous en train de se creuser le cerveau, parfois un peu dans l'auto-persuasion, en se disant ouais, non, mais ça doit être Dembélé. Mais non, Dembélé au Paris Saint-Germain sur la finale. Oui, mais c'est pas ça, le Ballon d'Or. Et les mecs se disent ok, le PSG a toutes ses chances en finale. Tu vois, le Ballon d'Or, c'est pour moi, ou alors sinon ça n'a aucun sens. C'est qui est le meilleur joueur du monde. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, mais tu vas me ressortir tes 3 critères. Non, mais sauf que les journalistes qui votent, les journalistes qui votent en France, en Allemagne, ils ont 3 critères à respecter. Oui, non, d'accord. Il y a aussi la carrière, non aussi. Non, c'est fini, c'est retiré. Il n'y a plus la carrière. C'est terminé. Fair play, distinction. C'est en 1 les stats individuelles, en 2 le palmarès de l'équipe. D'accord. Et en 3, le fair play et la classe, quoi. D'accord. Bon, qui est un critère extrêmement subjectif, on est d'accord. Oui, la classe. Oui, non, mais pour Vinicius, c'était pas subjectif. Non, par exemple. oui, tu vois, par exemple. Oui, c'est pour ça qu'il l'a pas. Mais le truc, c'est que cette année particulièrement, putain, sortir une individualité de ce Paris Saint-Germain-là, en fait, n'a aucun sens. Donc d'ailleurs, on rentre dans un... Alors ça, et du coup, on repasse sur le débat, sur la formule d'avant, celle où il y avait les joueurs et les capitaines et les entraîneurs qui votaient. C'est parce qu'en fait, on se dit, bon, c'est tellement absurde, en fait, de sortir un mec de ce PSG, pourquoi pas Donnarumma, pourquoi pas Hakimi, pourquoi pas Vitinha, tu vois. Tu te dis, mais attends, pourquoi ce serait pas Vitinha? Mais nous, on dit ça, mais à l'étranger, ils disent pas ça. À l'étranger, ils disent pas ça. En fait, on rebascule sur le truc d'avant, où on se dit, bon, vous savez quoi, c'est tellement compliqué qu'on va se poser cette question très simple, qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui? Et la réponse pour 90% du globe est Lamine Yamal. Mais ça, voilà pourquoi je pense que la complexité d'analyse de ce Paris Saint-Germain étant telle que Lamine Yamal a toutes ses chances de l'avoir. Parce qu'au final... Les mecs vont dire, attends... là, on revient sur l'impact sur le collectif, en fait. Et en plus, au PSG, il va y avoir ce qui s'est passé avec le Real Madrid à une époque, des voix qui vont se diluer. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont dire, ouais, moi, PSG, je suis d'accord, le palmarès, bam, Donnarumma. Ouais, je suis d'accord, Vitinha, tac, tac. Et tout ça va enlever des voix à Dembélé. Là, Yamal est tout seul dans son couloir. Non? Après, il y a aussi un point de bascule, quand même, de l'année où Ribéry gagne tout et que tu le donnes à Ronaldo. C'est pas les mêmes critères. Non mais... Ouais, mais Schneider ou Iniesta, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, c'est sur la perception. Moi, je sais que j'ai lâché. J'ai complètement déconnecté avec le Ballon d'Or. Les critères, peu importe quels étaient les critères à l'époque. Mais j'ai complètement décroché du Ballon d'Or l'année où Iniesta gagne la coupe. Enfin, tu vois, une marque en finale de Coupe du Monde. Il vole. T'as Schneider, c'est la même année, 2010. Il vole aussi. C'est les deux meilleurs joueurs du monde, c'est eux deux. Et qui est en balance, c'est Ronaldo et Messi. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, plus jamais je regarde le Ballon d'Or. C'est pour ça qu'ils ont changé les règles. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce sujet-là qu'il faut vraiment traiter. La première chose, c'est que Ousmane Dembélé, en France, et nous, Parisiens, et nous, dans le football, etc., est desservi par son image. Il n'a pas du tout la même image à l'étranger. C'est-à-dire que nous, on le prend pour un mec qui nous fait marrer, tandis qu'à l'étranger, c'est un mec qui a gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions avec son équipe cette année, un génie du football techniquement, et quelqu'un qui n'a jamais accompli tout son potentiel. Nous, on le voit différemment en France. Mais tu vois, j'ai l'impression que à l'étranger, c'est plus un Désiré Doué qui va provoquer ça. Non, c'est pour ça que je continue mon truc. J'ai parlé à beaucoup d'amis étrangers, anglais, malades de foot, espagnols, malades de foot, et italiens, un peu moins, mais juste un mec. Et pour eux, c'est ce PSG-là, c'est le PSG de Dembélé. L'image qu'ils ont retenue de cette campagne Ligue des Champions, c'est Dembélé à Anfield qui saute devant tous les joueurs de... Il y a ça aussi, tu vois. Et tout au long de la saison, Dembélé parle en disant « Je veux plus de responsabilités. » On en rigolait presque. Nous, Français, on en rigolait presque. Mais à l'international, alors oui, il y a les Cédric, oui, mais c'est l'image du parcours, c'est Dembélé. Et vraiment, je m'en suis rendu compte en voyant cette finale à l'étranger et en voyant tout le monde me parler de Dembélé. Parce que Dembélé est adoré. Enfin, nous, si on était... Sans rien dévoiler, tu l'as vu dans un pays que Dembélé a marqué aussi, quoi. Oui, mais t'as les Barcelonais qui peuvent pas le voir. Mais quand même, ils te parlent de Dembélé en te disant « Putain, je suis quand même content pour lui parce que je l'aimais bien quand même, tu vois. » Et
Et si Dembélé, essayez de faire cet exercice-là, si Dembélé était Faut garder nos vêtements. argentin ou brésilien, tu te dis, attends, mais Denilson, je l'ai adoré. Tu te dis, tous ces cracks étrangers que tu adores, parce que de temps en temps, ils te font un truc de fou, etc. Et puis surtout, tu les entends jamais parler, et tu comprends pas ce qu'ils racontent. Le mec est humble, le mec a des stats de fou, il gagne. Enfin, c'est le PSG de Dembélé. Regarde, il a le maillot de Dembélé. Si tu devais acheter un maillot sans faire le puriste, cette saison, bah, tu prends Dembélé, au final. Et je te dis ça alors que j'ai porté le 14 toute la saison de Doué, tu vois. Mais pour moi, c'est très français de dire ouais, mais on sous-cote un petit peu le joueur parce qu'il est français. Et je suis le premier à le faire. Hein. Donc vraiment, je te dis ça, je le ressens vraiment, tu vois. Mais à l'étranger, Dembélé, c'est pas du tout le mec qui nous fait marrer, quoi. Enfin, nous, on rigole de lui parce qu'on a des Dembélé corps toute la journée où c'est fantastique. Et ça nous fascine, premier degré, ça nous fascine parce qu'il nous fait vraiment rire, tu vois. Mais à l'étranger... Mais je te rejoins sur tous ces trucs-là, mais je pense il a raison, Alexis. Les réseaux sociaux ayant pris une telle place dans le monde et l'instantané aussi. Ouais, et l'instanté, le machin, et la façon de communiquer non verbale à travers justement les images que tu vas matraquer, les vidéos, les attitudes, les célébrations, les machins et trucs. Moi, je suis d'accord qu'en fait, Désiré Doué aura un gros, alors peut-être sûrement pas cette année, mais dans les années à venir, s'il maintient ce niveau de performance, va être une machine de guerre à ce niveau-là en termes de communication et d'image. Ouais, c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas, tu vois, mais va prendre une dimension délirante. Et Lamine Yamal l'est déjà. Et moi, je te parle du ressenti des mecs qui vont voter. C'est-à-dire des gens qui croient encore au Ballon d'Or et à sa légitimité. Parce que Boris et moi avons abandonné depuis bien longtemps. Non, mais le Ballon d'Or, quels que soient les critères. Ouais, tu vois, ces mecs-là, en fait, vont arriver et vont dire c'est c'est qui la star du foot, c'est qui le meilleur joueur. Bam, c'est Lamine Yamal. Oui, mais journaliste ou pas journaliste. Parce que quand tu regardes les votes des journalistes. Si tu le Ballon d'Or, ça change tout. Ah oui, si tu décides que c'est un autre. Maintenant, c'est sur une saison. C'est plus sur une année civile. C'est sur une saison. Donc si je te dis, ça s'appelle pas le Ballon d'Or, mais ça s'appelle comme ça devrait s'appeler. Et si je te dis quel est le MVP de la saison en Europe, tu dis pas Lamine Yamal? Non, mais je dis pas Dembélé sans réfléchir. Non, ok. Honnêtement. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être moins de débat. Non, mais il y a moins de débat. Parce que c'est en fait l'antériorité et l'histoire de ce que ça veut dire. Le Ballon d'Or, c'est le MVP de la saison en Europe. Donc si tu réfléchis sur cet angle-là, tu te dis, qui a gagné les champions, c'est Paris, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde. Bah oui, c'est forcément... mais tu vois, quand on parle de la Ligue des Nations... Mais qui est le meilleur joueur du monde, ça, je suis d'accord, c'est autre chose. C'est pas Dembélé le meilleur joueur du monde, tu vois. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais le Ballon d'Or a toujours eu cette... Tu vois les images de Michael Owen, de Ronaldo, de machin, de trucs avec le 1, de Luis Figo, et tu te dis, ok, c'est le meilleur joueur du monde. Le joueur FIFA, c'était le meilleur joueur du monde. Ouais, mais tout le monde, personne n'en a jamais rien eu. Ça, c'est vrai. Tu vois. Ouais. Honnêtement, non, mais c'est important du Ballon d'Or France Football. C'est important de décortiquer le truc parce que les gens mélangent tout sur les réseaux sociaux, sur les trucs. Moi, je vois Et puis, honnêtement, le Ballon d'Or, honnêtement, tu me dis ce que t'en penses. Ouais. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Moi, je m'en fous vraiment pas. Mais alors, vraiment. Alors, pourquoi tu t'en fous pas? Parce que c'est un sport co, tu vois. Donc. C'est la récompense ultime individuelle dans ce sport co. C'est-à-dire que Mbappé, par exemple, il ne vit que pour deux choses. La première, c'est le Ballon d'Or qu'il veut avoir, c'est son objectif dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est le record de buts en Ligue des Champions. Mais il est déjà l'avoir avec des champions, quand même. Non, le record de buts en Ligue des Champions, c'est son objectif ultime. D'accord. J'ai une histoire de quand Wenger va à Monaco pour dîner chez Mbappé pour le faire signer à Arsenal. Arsenal n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison d'après. Et la réponse d'Mbappé, ce que quelqu'un qui était à ce dîner m'a raconté, c'est de dire, mais Arsène, avec l'immense respect que j'ai pour vous, le record, je ne sais plus combien c'était, 132 ou je ne sais plus quoi à l'époque. Il dit, moi, je ne peux pas me permettre de rater une saison de Ligue des Champions. Et Arsène Wenger, sur le moment, est cuit, quoi. Il ne peut rien dire, quoi. Et c'est là où tu vois l'ambition extraordinaire de ce champion extraordinaire aussi. Mais je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais le Ballon d'Or, c'est une obsession pour ce mec-là, comme pour d'autres joueurs, quoi. Okay. Moi, je crois que j'ai pas regardé une cérémonie du Ballon d'Or depuis 20 ans, 15 ans, j'en sais rien. Je suis parfois allé au théâtre du Châtelet après la Je vais y aller la prochaine, tiens, pour voir. Je vais y aller la prochaine. D'accord. Pour voir. Tu assisteras au sacre d'Isco, du coup. Parce qu'on sait que ce sera Isco, le Ballon d'Or. Non, mais vous, ça vous fait pas... Toi, ça te fait pas rêver? J'en ai
Alors, Pas du t'as compris la fin. Moi, je serais heureux pour Dembélé. Non, mais de te dire que Dembélé, ça n'a aucun sens. Moi, je suis dans le train Dembélé. Donc Dembélé Ballon d'Or, c'est un truc de fou quand même. Je serais content pour lui. Moi, je serais content pour lui. Je sais que ça lui fait plaisir, donc je serais content pour lui. Je regarderai probablement C'est un peu en de truc de replay fierté, mais... Non, les expressions Dembélé Twitter, avec, discours. avec le trophée, son discours, parce que c'est Mais je regarderai pas en effectivement direct. un mec qui est attachant. Mais c'est pas un truc, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Non, mais je trouve que c'est très important dans l'histoire du football, le Ballon d'Or. Non, mais c'est important. Enfin, moins ça depuis que les deux monstres ont tout écrasé pendant 10 ans. Je trouve qu'ils ont annihilé le truc. Autre a effacé l'intérêt du Ballon d'Or. Alors, autre question. Sauf quand c'était Benzema. Tu vois, moi, c'est le même niveau d'intérêt pour moi que les gens qui font le débat qui est le GOAT entre Nadal, Federer et Djokovic. Quoi. On s'en fout, quoi. C'est Gasquet. Déjà. Non, mais est-ce que. Non, mais en fait, on s'en fout. Est-ce que c'est. Tu vois, il y a des mecs qui vont dire, bah non, moi c'est Nadal. Parce que sinon, c'est qui a gagné le plus de titres, c'est Djokovic. Terminé, bonsoir, tu vois. Est-ce que Messi et Ronaldo ont paniqué le football? Bah non, parce que justement, la façon dont le foot s'est réinventé derrière, je la trouve hyper intéressante. Là, pour le coup, t'as l'air des surathlètes, t'as eu Klopp. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de vrai. Non, mais c'est pas. Déjà, ils ont habitué Moi, j'ai un avis à très l'extraordinaire, à J'ai l'exceptionnel. un avis très tranché et qui est détesté par plein de gens. Moi, je trouve personnellement que le Cristiano Ronaldoisme de stats, vraiment de pure stats, a un peu foutu en l'air le foot pendant des années et des années. Et les bébés Ronaldo que sont Mbappé et consorts sont de cette quête qui n'est pas le football pour moi. Pour moi, le football, c'est ton Isco. Mais du coup, moi, ça va avec. C'est le PSG de cette année. Exactement. Mais du coup, ça va avec le Ballon tu parlais d'Or. de ramener le football à quelque chose. Ouais, mais je sais pas, tu me dis Yamal, je sais pas quoi. Il state pas. Bah oui, mais Yamal, excuse-moi. Là, tu me dis aujourd'hui, c'est qui le meilleur joueur du monde intrinsèquement, c'est Yamal. Depuis un an. Toi, ça rejoint ta vision du truc. Lamine Yamal, c'est un joueur qui state pas de malade dans un Barça, mais par contre, c'est le meilleur joueur. Depuis le début de l'Euro 2024, je dis que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde, jusqu'à aujourd'hui, en continu. Et pourtant, ce n'est pas le MVP de la saison. Non, mais ça, je te rejoins. Mais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais je suis pas d'accord avec le Cristiano Ronaldisme à tuer le. Je sais pas, la façon dont ça se réinvente et le Liverpool de Klopp, ce que faisait Guardiola avec City, avec le Bayern un peu, mais surtout à City, le truc de handball là, et le PSG de Luis Enrique. C'est magique. C'est Valérie Croix. Après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de. Finalement, avec un peu de recul, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez problématique dans l'approche qu'on a eue du football par rapport à la guéguerre entre Ronaldo et Messi. Et de se dire, pour être le meilleur joueur du monde, il faut marquer 70 buts, 80 buts, 50 buts. Et moi, je t'avoue, j'avais l'impression de regarder la NBA où on me parle que des stats toute la journée. Franchement, j'en ai rien à foutre. Et c'est vrai que j'adore ces deux joueurs, mais ils sont loin derrière. Et c'est pas un truc de jeu, d'ancien et de dire avant c'était mieux, etc. Si tu me parles de Sorine, je quitte la table. Mais c'est plus dans un truc d'une approche du football qui me parle pas. Pour moi, c'est pas parce que tu as empilé 1 million de buts dans la saison, tu vois, finalement que. Mais les deux ont fait beaucoup plus que ça. Non, mais c'était comme ça aussi qu'on nous le présentait à l'époque, de qui allait gagner le Ballon d'Or ou qui était le meilleur cette année-là. C'est celui qui avait marqué 2 buts de plus que l'autre. Tu vois, on en était réduit à ça. Et moi, alors que le Nedved était magnifique, par exemple. Le Ballon d'Or de Nedved, c'est magnifique. Après, on parle d'un de mes joueurs préférés, tu vois. Il a quand même volé à Thierry Henry. Mais je suis beaucoup plus. Je veux dire que Thierry Henry, pour le coup, tu parlais de l'importance du Ballon d'Or pour les joueurs. C'est un vrai trauma pour lui. Mais bien sûr. Vraiment. Mais Ribéry, ils sont le temps de la rigolade, mais moi, le tweet de Ribéry, c'est qui répond à Cristiano et qui lui dit il faut avoir gagné tous les trophées de la saison pour pouvoir être Ballon d'Or. Malheureusement, c'était tous les critères à l'époque. C'est ça le problème. Mais vivement l'émission post-Ballon d'Or, du coup. Ah, moi, j'ai aucun doute. Après, voilà. Avec les mêmes personnes, je sens que ça peut être pas mal. On va surtout si tu m'invites et que j'arrive et que c'est pas cool, moi j'en ai rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le... Je sais pas, on devait faire un truc spécial Ligue des Champions Paris Saint-Germain, on a parlé de Jean-Bouin et du PFC. Bah ouais, mais c'est ça. La Coupe du Monde des clubs, on n'en a pas parlé, vous avez regardé? Oui. Moi, je suis hype de fou. Je suis pas hype de fou, mais avoir un Botafogo PSG, ça me fait plaisir. Moi, c'est juste pour voir. À 3h du mat. Ils se reposent quand, ces gens-là? Voilà, mais c'est ça qui est très honnête. C'est un peu plus problématique. C'est des mecs qui sont super jeunes. Honnêtement, moi j'attends. Alors, je suis. Est-ce que c'est pas mieux comme ça que quand t'es un Marquinhos, que t'as une vie de famille, 4 enfants, tout ça? Est-ce que c'est pas mieux au final? Non, mais vivre des saisons. Non, mais il y a un autre truc. Entre 20 et 25 ans. Tu parles par le fait que tu vois pas. Je comprends pas. Ils ont une vie, t'as dit. Ils ont une vie. Ah oui, c'est mieux d'être un gamin. Oui, j'ai cru que. Là, ils disaient, est-ce que c'est pas génial de se tirer aux États-Unis? Est-ce que c'est pas génial de se tirer de sa famille? Ouais, non. Mais non, le truc, j'ai hâte de voir le rythme.
des matchs. Je veux voir à quoi. Je suis intéressé par ça. Je veux voir à quoi ressemblent ces matchs. Si on est dans le délire Emirates Cup pré-saison ou si on est sur un truc à haute intensité, parce que là, ce serait admirable. Moi, j'ai hâte de voir combien de temps les joueurs vont faire carrière aussi. Les mecs ont 17 ans aujourd'hui, qui jouent déjà 60 matchs par saison. Genre Lamine Yamal, mais genre même. Là, ça va au-delà du rythme des matchs parce qu'il ne fait pas la Coupe du Monde des clubs là. Voilà. C'est vrai, j'ai bégayé. Non, mais après, je trouve que dans l'absolu, tu vois, il ne savait pas ce matin, je veux dire. Non, mais j'aurais vérifié. On a tous eu le truc Pédri, machin. Non, mais je trouve que c'est quand même très problématique. Je me demande comment les mecs vont tenir quand tu commences à jouer à 17 ans ou que tu as joué à Neves qui a 19 ans et que les mecs, lui, il va jouer 70 matchs. T'inquiète pas pour eux, il y a Sonny Mayoulou d'ailleurs qui traîne. Non, mais je veux voir s'il y a une équipe type, que si on est vraiment sur un format gros. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Oui, c'est ça. La victoire apporte beaucoup d'argent chaque match. Le PSG, on n'a pas besoin cette saison, donc je suis pas sûr que. Quand bien même, tu les prends. Mais là, tu vois, par exemple, le PSG, ils vont garder Moscardo, là, tu vois, pour le coup, ils ont cassé le prêt avec Reims pour qu'ils puissent jouer la compétition avec eux. Ça va être énorme, parce que attention les joueurs, ça va être. Non, mais c'est juste pour avoir le nombre. On en est là, on te ramène des joueurs pour pouvoir faire tourner. Est-ce qu'on peut, Mani, isoler, on sait jamais, probablement, mais est-ce qu'on peut isoler cet extrait pour l'avenir? On le met sur une clé USB. D'ailleurs, je le comparais. C'est très important. Je m'excuse de tout. Non, vraiment pas. Après de qui? Après de Marquinhos. Ah. Qui est. Regarde. C'est vrai. Fais le face cam. Il avait deux. Regarde là-bas et excuse-toi. Il a dit si Paris gagne avec des champions. Je dis devant tous nos abonnés que Marquinhos est meilleur. Non, je pense. Et il se rase le crâne. Il a fait ni l'un ni l'autre. On voit Mani, c'est bon. La vie se chargera du deuxième truc. Bâtard. Non, alors déjà, tu te trompes. J'avais dit l'inverse. J'avais dit que je faisais l'inverse. Maintenant, c'est que si jamais Paris ne gagnait pas, je me rasais le crâne. Non, mais ça va, on est tous logés à la même enseigne. American Sniper. Non, pas tous. Je le prends très bien. Alors, oui, mais c'est juste qu'elle est sortie. Il y en a qui sont mieux d'autres. On est tous pareils. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Vraiment. Merci à tous les trois. Il est tard. On a commencé l'émission hier. Franchement, j'en peux plus. Là, je crois le prochain débat, c'était vous êtes team Shakira ou Piqué, qui a raison dans le couple ou quoi. Bref. Pourquoi vous êtes fatigué là? Ça m'a manqué de parler avec vous. Oui, bah ça s'est senti. Donc on parle pas du mercato du PFC là? Non. Il y a qui d'ailleurs? Pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs, il n'y a pas grand chose de concret. Attends, Pogba, j'ai lu Pogba peut-être à Monaco, ce serait un truc de fou qu'il revienne en Ligue 1, non? J'adore. Allez, bref, on en reparle. J'adore, ouais. Ah, ce serait top. Merci en tout cas à tous les trois. Vous avez été extraordinaires, pour ne pas dire autre chose. Vraiment, je manque de superlatifs en vous évoquant. Merci aussi à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur chacun des réseaux sociaux. Non, mais t'as les chiffres, je t'ai donné les chiffres de Off-Zone? Oui, alors tiens, donne-les. Allez, vas-y. Off-Zone, la nouvelle émission événement. On est sur le même score que la plus grosse émission de la zone sur la première de Off-Zone. Ah ouais? C'est-à-dire on est sur 1,9 million, tout réseau confondu. Et comment tu l'expliques? On n'est pas dedans. Bah, Cool Chain. Ouais, c'est pour ça, on n'est pas dedans. Cool Chain, Djibril Cissé, Nordin Ganso, Gaël Ficou. Ils sont un peu plus connus que nous quatre. Ouais, un poil. Mais beaucoup moins stylé. Vraiment. Quand je vois les t-shirts de Félix ce soir, beaucoup moins stylé. Et Cool Chain, le GOAT. Les vrais oreilles. Évidemment, ouais. Donc voilà, merci encore une fois. Bien sûr, il y a toujours du lourd qui s'annonce sur la zone. Voilà, on a beaucoup de choses aussi avec Off-Zone. À la rentrée, il y a plein de belles choses qui vont pas tarder à arriver aussi. On sera sur d'autres projets, sur la Kings World Cup, voilà, pour ne pas la citer. Donc voilà, vraiment restez branchés. Il y a encore plein de choses qui arrivent sur la zone. Merci Félix, merci Bobo, merci Jo qui est déjà en train de planifier ses vacances. Il est sur Airbnb. Voir sa soirée. J'arrive, chérie. Allez, bon, merci à toutes et à tous. Salut, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.